Bonjour à toutes et à tous. Comment une déforestation à l'autre bout du monde peut-elle bouleverser nos vies? Comment nos modes de consommation et de production touchent-ils les milieux naturels? Quel est l'impact des changements environnementaux sur la santé? La réponse à ces questions et à bien d'autres réside dans la notion d'interdépendance et d'influence interespèces, un concept au centre de ce qu'on appelle aujourd'hui la santé circulaire ou One Health. Mais au fond, qu'est-ce que la santé circulaire? Eh bien, c'est ce que nous vous proposons de découvrir tout au long du cycle Être humain, environnement et santé, un circuit fermé que vous propose le Centre d'action laïque de la province de Namur et le CHR de Namur. Pour ce premier rendez-vous, nous accueillons Éric Muraille et Thierry Hans. Éric Muraille, vous êtes biologiste, immunologiste, maître de recherche FNRS et vous faites partie du laboratoire de parasitologie de la faculté de médecine de l'ULB. Bienvenue. Thierry Hans, vous êtes professeur de biologie, d'écologie et d'évolution à l'UCL et directeur d'équipe de recherche en écologie des interactions. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous céder la parole, permettez-moi d'inviter celles et ceux qui nous suivent en direct sur Facebook à participer à cet échange. Leurs commentaires et leurs questions sont les bienvenus. Monsieur Muraille, vous allez nous parler aujourd'hui du concept One Health et de ses implications en santé publique. Je vous cède la parole. Bien, One Health, une santé ou une santé circulaire. Donc, c'est avant tout un concept, celui de l'interconnexion du vivant, et plus précisément l'interconnexion entre santé humaine, santé animale et état des écosystèmes. Et ce, sur base des évidences scientifiques qui ont été accumulées en plus d'un demi-siècle. Alors, ce concept de une santé prend naissance en 1984 avec la publication par Calvin Schwab du concept Une médecine, qui souligne l'interconnexion entre santé humaine et santé animale. Donc Calvin Schwab parle de l'observation que de très nombreuses infections humaines, de très nombreuses épidémies prennent naissance chez l'animal. Alors ce concept a évolué avec le temps, il s'est considérablement enrichi. Et une étape très importante de son développement a été la proposition des 12 principes de Manhattan à la Rockefeller University en 2004 à New York. Donc, ces 12 principes insistent sur la reconnaissance des liens entre santé humaine et animale et l'environnement qui intervient comme nouvel acteur. Ces 12 principes insistent également sur la nécessité d'avoir une approche multidisciplinaire des problèmes de santé, donc de la dynamique entre santé humaine, animale et environnement. Ça a notamment mené à la naissance de ce qu'on appelle l'éco-épidémiologie, c'est-à-dire l'étude de l'impact qu'a l'environnement sur la dynamique des épidémies, et également sur l'émergence de nouveaux agents pathogènes. Ces 12 principes insistent également sur l'importance des sciences humaines en santé publique, par exemple pour l'acceptation des politiques sanitaires. Alors, le concept One Health est né officiellement, je dirais, en 2008, à l'occasion d'une conférence à Sharm el-Sheikh sur les épidémies de grippe aviaire par influenza. Et donc, ce concept insiste sur l'interconnexion absolue entre santé animale, santé humaine, état des écosystèmes, et la nécessité d'une approche multidisciplinaire de la santé publique. Alors, ce concept domine actuellement la communication et la stratégie des organisations nationales et internationales de santé publique. On va par exemple retrouver ce concept One Health à Sciences Po, l'Institut national de santé publique de Belgique. On va également le retrouver dans toute une série d'organisations internationales comme le CDC, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies américain. On va le retrouver à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale, et à la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Donc, c'est le cadre conceptuel de la plupart des stratégies de santé publique nationales et internationales. Alors, pourquoi ce concept s'est-il imposé au fil des années en santé publique? Initialement, principalement parce qu'il permet de comprendre l'émergence des épidémies et donc
potentiellement de les anticiper, voire de les prévenir. Alors, un paramètre très important pour caractériser un agent pathogène et prévoir l'évolution d'une épidémie, qui va nous permettre d'introduire l'importance de l'environnement, c'est le taux de reproduction, R. On en a beaucoup parlé dans la presse à l'occasion de l'épidémie de SARS-CoV-2. Donc R, c'est le nombre moyen de cas d'infection secondaire causés par un individu infecté dans une population. Et donc si le R est plus grand que 1, l'épidémie se répand, et si le R est inférieur à 1, elle va régresser. Et donc à chaque agent pathogène, on attribue généralement un R moyen. Il faut bien garder en tête que R n'est absolument pas une constante. R va dépendre de l'agent pathogène, de l'hôte et de l'environnement. Donc l'agent pathogène peut par exemple évoluer de toute une série de manières. Si vous prenez l'exemple d'un virus comme le SARS-CoV-2, il va évidemment évoluer par mutation. Il va également évoluer sous l'effet de différentes pressions de sélection, notamment la capacité à infecter un maximum d'hôtes. Et en retour, l'hôte va également s'adapter. Il y a évidemment les adaptations comportementales comme les stratégies de confinement social qu'on a pu voir durant la crise du Covid-19, mais il y a également le développement, par exemple, de thérapies qui vont réduire la charge de l'agent pathogène chez l'hôte et donc sa dissémination. Et ici, nous allons principalement nous focaliser sur l'environnement et donc l'éco-épidémiologie. Donc l'idée d'une médecine écologique, d'une médecine qui prend en compte l'environnement, l'idée n'est absolument pas neuve. On retrouve déjà ce concept chez Hippocrate dans son traité intitulé « Des airs, des eaux et des lieux ». Il avait déjà insisté sur l'importance des rapports entre une population et son environnement. Alors, une manière évidente d'aborder l'impact de l'environnement en santé humaine, ce sont les zoonoses. Donc, sur les 1407 agents pathogènes qui affectent l'humain, on en a 816, donc 58% qui sont d'origine animale, qui sont des zoonoses. Et donc, ces agents pathogènes sont transmis soit par la faune sauvage, soit par les animaux sauvages, par les animaux d'élevage, de manière directe ou indirecte via des insectes vecteurs. On parle alors de maladies vectorielles. Alors, une fraction de ces agents pathogènes capables d'infecter l'humain à partir de l'animal sont capables de transmission interhumaine et donc de donner naissance à des épidémies, voire des pandémies. Alors, concernant l'impact de l'environnement, le plus évident, c'est déjà la fréquence de contact entre animaux et humains. Donc, à l'évidence, celle-ci est très variable en fonction du niveau d'urbanisation. Si vous vivez dans une ville, si vous vivez à la campagne, si vous fréquentez des marchés d'animaux vivants, si vous travaillez dans le milieu de l'élevage, la fréquence de rencontres et donc les risques d'infection sont évidemment très variables. Alors, on note également un lien qui est de plus en plus documenté entre biodiversité et épidémie. Donc, par exemple, dans cette étude, on a mis en évidence une augmentation de la présence des agents pathogènes zoonotiques chez les animaux dans les écosystèmes gérés par l'homme. Dans l'étude, on a comparé chez différents animaux, les oiseaux, les chiroptères, donc les chauves-souris, les rongeurs et d'autres types comme les carnivores ou les primates, la présence d'agents pathogènes dans des milieux peu modifiés par l'homme, on appelle des milieux secondaires, il n'existe plus de milieux primaires en Europe, et des milieux urbains ou aménagés. Et on peut voir ici qu'en fait la fréquence de ces agents pathogènes chez certains animaux, notamment les oiseaux, les chiroptères et les rongeurs, augmente de manière significative en fonction du niveau d'urbanisation et donc du niveau de perturbation, de réduction de la biodiversité. Donc la chute de la biodiversité va avoir un impact sur la dynamique des épidémies, notamment en augmentant la fréquence d'agents pathogènes chez l'animal, ce qui va augmenter le risque de transmission d'agents pathogènes à l'humain. On peut également noter un lien assez évident entre réchauffement climatique et épidémie, notamment par le changement de la distribution des insectes vecteurs. Donc, je prendrai juste deux exemples pour illustrer le principe. Donc, par exemple, l'insecte Culex, qui est le vecteur responsable du West Nile, de la dissémination du West Nile virus.
Donc ici, vous voyez la distribution de cet insecte en 2014. Et ici, vous voyez les projections pour 2025 et 2050. Donc, le signal est assez évident. Alors, je voudrais souligner ici que ces prédictions sont en fait souvent en dessous de la réalité, même si elles semblent assez catastrophiques. Donc, si vous prenez ici les observations de 2014, les prédictions de 2025 qui sont réalisées en fait en 2017, vous voyez qu'en fait, dans la réalité, si on prend les observations réalisées en mars 2021 et qui sont publiées par le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses, on voit qu'en fait, cet insecte est déjà présent bien au-delà des limites qui avaient été fixées par les prédictions de 2017 pour 2025. Donc ici, les zones rouges sont les zones où on a effectivement détecté cet insecte. Les zones vertes sont les zones libres, où l'insecte n'est pas présent, et les zones en gris sont les zones où on n'a pas d'information. Mais comme vous le voyez, on a déjà un envahissement qui est plus important que ce qui était déjà attendu en 2017. Alors, un autre exemple, où là on n'est plus dans les prédictions, on est dans le constat pur et simple. Vous avez ici la carte de l'évolution de la présence du moustique tigre en France métropolitaine. Et donc le moustique tigre, c'est le vecteur pour le chikungunya, la dengue et Zika. Donc en 2006, 2010, 2014 et 2018. Donc ça se passe aussi de commentaires. Donc on a un impact net et de plus en plus documenté du changement climatique d'origine anthropique sur la distribution des insectes vecteurs et en conséquence sur la dynamique des épidémies. Alors, un point également très important, c'est l'impact des facteurs environnementaux sur l'émergence de nouveaux agents pathogènes. Donc il y a eu un changement de paradigme assez important en médecine des maladies infectieuses. Jusqu'aux années, je vais dire 80, on était dans l'idée que le nombre d'agents pathogènes auxquels nous étions confrontés était limité et n'allait pas évoluer. On était dans une vision assez statique. En fait, avec l'émergence du HIV et de toute une série d'autres agents infectieux, on a pris conscience de la dynamique d'émergence des agents pathogènes et donc du fait que le livre des maladies infectieuses restera ouvert. Nous allons être confrontés dans l'évolution de nos sociétés à l'apparition systématique de nouveaux agents pathogènes. Alors, si on fait le constat des maladies infectieuses émergentes, entre 1940 et 2004, on en a détecté 335, et parmi elles, 60% sont d'origine animale. Ce sont donc des zoonoses. Et il existe une corrélation très importante entre certains facteurs socio-économiques, environnementaux, écologiques et l'émergence de nouvelles maladies infectieuses. Donc, sur cette carte qui a été réalisée en 2008, vous avez les hotspots d'émergence de maladies infectieuses à partir de la faune sauvage ou des animaux d'élevage. Donc, comme vous le voyez, cette carte de prédiction de 2008 colle bien avec l'émergence, par exemple, d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014 ou du SARS-CoV-2 en 2019. Et donc, les principaux paramètres qui sont corrélés avec l'émergence d'agents infectieux sont la densité de population, l'usage des sols, l'agriculture, l'invasion des écosystèmes naturels et le commerce d'animaux sauvages. Donc, si on prend par exemple les activités agricoles et l'émergence d'agents infectieux, on peut documenter le fait que les activités agricoles sont associées à 25% de toutes les émergences d'agents infectieux et à 50% des zoonoses émergentes. Il y a également une bonne documentation de l'importance de l'envahissement des écosystèmes naturels et avec l'émergence de nouveaux agents pathogènes. Donc, un exemple très bien documenté qui est emblématique, c'est le cas du HIV, donc le virus de l'immunodéficience humaine, qui a causé 32 millions de morts entre 1981 et 2018. Donc, il y a eu de très nombreuses hypothèses, beaucoup étaient complotistes, concernant les raisons de l'émergence de ce virus. En fait, on sait maintenant par des analyses génétiques que son émergence est due à une augmentation de la chasse et de la consommation de viande de chimpanzé dans la région de Kinshasa, donc en République démocratique du Congo, dans les années 1920-1930.
Donc, il y a un impact net des activités socio-économiques sur l'émergence de nouveaux agents pathogènes. Alors, comment contrôler en fait ces fameuses épidémies de type zoonotique? En fait, on peut tirer parti du fait qu'il existe un continuum dans l'adaptation d'un agent pathogène à l'humain. Donc, on n'a jamais un agent pathogène qui, passant de l'animal à l'humain, est directement capable, en infectant l'humain, d'ensuite infecter d'autres humains et de disséminer de manière rapide et large dans une population. La plupart du temps, ce qu'on observe, c'est une acclimatation graduelle, une adaptation graduelle de l'agent pathogène à l'humain. Dans les premiers temps, l'agent pathogène est souvent uniquement capable d'infecter l'humain à partir de l'animal. Il ne peut pas disséminer d'humain à humain, puis cette capacité est progressivement acquise. Et donc, on peut tirer parti de ce temps d'adaptation pour, si on est capable de détecter l'épidémie chez l'animal, agir soit par des méthodes de quarantaine, de vaccination, même d'abattage des élevages, pour réduire le risque d'infection à l'humain et surtout réduire le risque d'adaptation de l'agent pathogène à l'humain. Ce qui évidemment permet alors de réduire considérablement l'infection humaine. Donc ça nécessite, ce type de stratégie, une surveillance constante chez l'animal, principalement les animaux d'élevage qui sont les animaux les plus en contact avec l'humain, et surtout une réaction très très rapide. Donc, je vais prendre un exemple de stratégie de contrôle de zoonose avec la grippe aviaire qui est due au virus influenza. Je ne vais pas entrer dans le détail, je vais juste essayer de vous donner les grandes lignes. Donc, le virus influenza, c'est un virus ARN, donc, ce qui implique qu'il a un taux de mutation qui est relativement élevé. Donc, c'est un virus qui est enrobé par une membrane lipidique dans laquelle on retrouve deux principales protéines, l'hémagglutinine et la neuraminidase. Et il existe différentes hémagglutinines, différentes neuraminidase, de H de 1 à 18 et N de 1 à N11, qui vont déterminer les différents sous-types du virus. Alors, grande caractéristique également, son génome, donc son matériel génétique, est présent en plusieurs pièces. Il y a 8 pièces, un peu l'équivalent de nos chromosomes. Et ça va avoir beaucoup d'importance sur la manière dont le virus évolue. Alors, le principal réservoir de ces virus est présent dans la faune sauvage, principalement au niveau des oiseaux sauvages. Et donc, à l'occasion des contacts des oiseaux sauvages avec des élevages, par exemple, de poulets ou de porcs, on va avoir le développement de grippe aviaire, de grippe porcine. Et suite au contact des animaux d'élevage ou avec les oiseaux sauvages, on peut avoir le développement de grippe chez l'humain. Alors, le virus évolue de manière très différente. Par mutation, donc ce qui est le mode d'évolution plus classique pour tous les virus. Donc c'est l'accumulation de modifications ponctuelles au niveau du génome. Le virus va évoluer de manière graduelle. Mais les virus influenza, du fait que leur matériel génétique est présent en plusieurs pièces, disposent d'un mode d'évolution également beaucoup plus rapide, ce qu'on appelle les réassortiments de gènes. Donc si deux virus différents, par exemple ici virus A et virus B, infectent un même individu et se retrouvent dans les mêmes cellules, il y a des possibilités en fait d'échange. Donc on parle de réassortiment de gènes du virus, ce qui permet de produire en une seule infection un nouveau virus, un virus réassorti, qui va disposer de gènes provenant des deux souches parentales. Alors ça donne lieu à un type d'évolution très particulier pour les virus influenza. Donc l'apparition d'un nouveau virus, d'un réassorti, va généralement donner lieu à une pandémie, au sens où l'essentiel des populations humaines ne dispose pas d'immunité vis-à-vis de ce nouveau virus. Et progressivement, au cours du temps, avec le développement d'une immunité dans la population, la capacité de ce virus à infecter au fil des années les populations humaines va décroître. Alors, cette décroissance sera en partie compensée par les mutations qui vont permettre au virus de s'adapter et d'échapper en partie à l'immunité. Mais en général, l'immunité permet de réduire très fortement l'infection par le virus, jusqu'à l'apparition d'un nouveau réassortiment et donc d'une nouvelle pandémie. Donc, la capacité de différents virus de se réassortir, d'interagir, va être critique dans la dynamique des épidémies de grippe. Donc là, je vais vous présenter le cas de la Chine,
qui est un écosystème très particulier, dans le sens où la Chine a fortement augmenté ses capacités d'élevage de poulets. Donc entre 1965 et 2013, on a une augmentation exceptionnelle, x25, de la production de viande de poulet en Chine, qui a été associée à une multiplication des épidémies de grippe aviaire. Alors, une des caractéristiques donc, de la Chine, c'est le nombre absolument exceptionnel d'élevages. Donc, on a 20 millions de fermes, 5 milliards de volailles qui sont élevées en Chine, et dans des fermes qui sont très hétérogènes. Donc, aux extrêmes, on a des grands élevages industriels en milieu clos, ou des élevages, je dirais, plus traditionnels, parfois familiales, en milieu ouvert. Alors, ces deux types d'élevage présentent des caractéristiques très différentes et des risques spécifiques vis-à-vis des épidémies. Donc, le milieu ouvert va permettre à des oiseaux sauvages d'amener, dans certains cas, des virus dans l'élevage. Et par contre, dans le milieu clos, on est protégé en grande partie des envahissements par des virus provenant d'animaux sauvages, mais on est dans un milieu où le nombre d'individus est très très élevé. Et donc, si un virus pénètre, virus par exemple amené par l'humain, on risque là d'avoir une situation où l'élevage joue un rôle d'incubateur massif. On a un très très grand nombre d'animaux qui vont permettre de propager, d'amplifier et d'adapter le virus. Alors, une autre grande caractéristique de, je dirais, l'écosystème chinois, c'est le mode en fait de distribution de la viande. Donc, en plus du mode classique que nous retrouvons dans nos pays européens, d'une viande vendue à l'étalage sous forme de morceaux d'abat, on va également trouver des marchés de volailles vivantes, qui sont vraiment typiques du continent asiatique. Donc, c'est une spécificité culturelle. Les habitants préfèrent généralement acheter une volaille vivante parce que ça leur permet, d'après eux, d'avoir une idée de l'état sanitaire de l'animal. Alors, évidemment, ça garantit des virus qui vont affecter la volaille, mais vous avez des virus qui sont capables d'infecter le poulet de manière asymptomatique et d'être transmises à l'humain, donc qui ne seront pas détectés par ce type de simples observations. Et donc, il existe un très grand nombre de marchés de volailles vivantes, plus de pratiquement 9000. Il y a beaucoup de mouvements entre les élevages et les marchés de volailles vivantes en Chine. Donc là, on a un écosystème où, en fait, si des virus de la grippe sont présents dans différents élevages, ces virus vont avoir l'occasion de se rencontrer sur les marchés et d'être en contact avec beaucoup d'humains, étant donné que généralement, les animaux qui sont achetés sur cet élevage sont souvent conservés plusieurs jours au domicile et donc sont en contact étroit avec les humains, ce qui multiplie les chances de réassortiment de virus entre différents virus chez le poulet, mais ce qui augmente également les risques d'adaptation du virus à l'humain. Donc la Chine constitue un écosystème qui est extrêmement propice à l'émergence et à la dissémination de nouveaux variants du virus de la grippe. Donc, je vais prendre un exemple vraiment bien spécifique, le cas du H7N9. Donc, là, on a détecté ce nouveau virus en 2013 à Shanghai. La virulence était faible chez l'oiseau, donc asymptomatique. Par contre, elle était très haute chez l'humain. On avait une mortalité qui était de 20-30% chez l'humain, donc très 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 élevée, beaucoup plus élevée que le SARS-CoV-2 auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Et donc, ce virus provenait vraisemblablement de réassortiments de virus présents chez les animaux sauvages et les animaux d'élevage. Alors, ce virus a donné lieu à des infections humaines que vous retrouvez ici sur ce graphique. Donc, vous avez l'évolution 2013, 14, 15, 16, 17. Et ce virus a subi, suite aux infections humaines, une évolution qu'il a adaptée, qui a augmenté en fait sa virulence pour le poulet. Donc à partir de 2017, il est devenu également très agressif pour le poulet. Et donc le gouvernement chinois a réagi très rapidement quand il a vu ces élevages menacés. Il y a eu une vaccination de masse des élevages de poulets, ce qui a, comme vous le voyez ici, complètement bloqué les infections humaines. Donc c'est un bel exemple ici où une intervention sur la santé, je dirais, de l'animal, sur les élevages de poulets, a permis de complètement bloquer les infections et la mortalité au niveau de l'humain. Bon, le mauvais point ici pour la Chine, qui est quand même à souligner, c'est qu'on était face à une infection
qui causait une mortalité humaine qui était très significative, 20-30% de mortalité, et le seul moment où la Chine a daigné réagir par une vaccination de masse, c'est au moment où son économie a été menacée, et pas au final sa santé publique. Alors qu'il y avait un risque quand même assez important d'adaptation de virus à l'humain, et donc potentiellement un risque de pandémie. Alors l'impact de cette vaccination sur la diversité des variants ici est très net. Donc, vous avez l'arbre de diversification des variants du virus H7N9 à partir de 2013. Et vous voyez qu'ici, la vaccination de masse a complètement bloqué la plupart des variants. Seuls quelques variants ont échappé au vaccin en 2019. Donc, cet exemple-ci souligne bien l'importance des élevages comme incubateurs qui vont accélérer l'évolution des agents pathogènes et dans certains cas favoriser le saut d'espèces, et l'impact du transport et de la vente d'animaux vivants qui vont augmenter les contacts entre animaux de différentes origines et favoriser les réassortiments de virus et les infections humaines. Il souligne également l'importance de la surveillance, de la biosécurité et de la vaccination dans le contrôle des épidémies et dans la capacité à prévenir les pandémies. Alors, on peut encore ici souligner au niveau de l'environnement les facteurs jouant dans la dissémination interhumaine. Jusqu'ici, on s'est intéressé aux facteurs permettant l'infection de l'humain. Donc, cette dissémination interhumaine, sans surprise, elle va être dépendante de la densité de population et des moyens de transport disponibles. Et on a observé évidemment ces dernières années une explosion, littéralement. Donc, on a un doublement du trafic aérien tous les 15 ans ces dernières années. Et en 2018, on mesurait 4,3 milliards de passagers, donc pour plus de 38 millions de vols. Et donc, dans notre monde moderne, nous sommes dans un état d'interconnexion à l'échelle planétaire. On est vraiment dans je dirais, l'image du village global, ce qui va évidemment favoriser fortement la dissémination des agents infectieux et globaliser la plupart des épidémies si l'agent infectieux est suffisamment contagieux. Donc, je prends rapidement deux exemples. La pandémie de H1N1 de 2009, donc elle a été détectée en avril 2009. 3 mois plus tard, l'OMS déclarait l'état de pandémie. Le virus était présent sur la majorité des continents. Pandémie de SARS-CoV-2, à peu près la même dynamique. Décembre 2019 à Wuhan en Chine. 3-4 mois plus tard, nous étions en état de pandémie pour l'OMS. Alors ici, les données sont très différentes du graphique précédent. Les graphiques concernant le H1N1, c'était des reports. Ici, en fait, ce sont des données qui sont rétrospectives. Donc, ce sont des données de détection du virus sur des échantillons sanguins. Et ce qui est très, très intéressant ici, c'est que vous voyez que déjà 1 mois après le début de l'épidémie, après sa détection à Wuhan, rétrospectivement, on peut voir que le virus était déjà présent sur l'essentiel des continents. Donc, la véritable dynamique de dissémination du SARS-CoV-2, l'état de pandémie, il était déjà en fait atteint en janvier 2020. Donc, dans un monde interconnecté, à partir d'un certain niveau de contagiosité, on va voir les épidémies se transformer systématiquement en pandémie et donc en menace globale. Alors, cette rapidité de dissémination, elle a un impact très important en santé publique. Elle va notamment invalider la stratégie vaccinale pour contrôler les épidémies émergentes. Donc, en moyenne, il faut 7-8 ans pour développer, produire et surtout valider un vaccin. Donc, face à une dissémination très rapide, on ne peut pas compter sur le développement d'un vaccin pour contrôler l'épidémie. Et donc, en absence de vaccin, en absence de traitement spécifique, il ne va rester que le dépistage, la quarantaine, la distanciation sociale, auxquelles nous avons été confrontés ici pendant toute une année. Alors, dans le cas du SARS-CoV-2, en une année, on peut déjà comptabiliser 1,4 million de morts, jusqu'à 3 millions selon les estimations en fait, de l'OMS pour la première année. Et même si on a pu produire un vaccin en une année, ce qui est vraiment un record absolu, ici je tiens vraiment à le souligner. Donc sur ce graphique, vous avez pour différentes maladies, la malaria, la tuberculose, la fièvre typhoïde et ainsi de suite, le temps de développement des vaccins. Vous voyez que pour certaines pathologies, alors qu'on y travaille depuis plus d'1 siècle, on n'a pas encore réussi à développer un vaccin efficace. Ici, vous retrouvez le SARS-CoV-2, à cause du Covid-19.
Vous voyez que le temps de développement d'un vaccin efficace, en fait de plusieurs vaccins efficaces, est véritablement exceptionnel par rapport à la durée classique de développement d'un vaccin. Et même si nous l'avons développé très vite, il a quand même pris 1 an pour être validé, ce qui a déjà causé 3 millions de morts. Il faudra bien plus d'1 année pour vacciner toute la population. Donc l'OMS estime qu'en 2 ans, nous serons déjà à plus de 6 millions de morts causés par le SARS-CoV-2 et nous n'aurons vraisemblablement encore vacciné que 1/10 de la population mondiale. Donc notre capacité de réponse à ces pandémies est quand même extrêmement faible. Donc, en conclusion intermédiaire, on peut dire qu'on ne peut pas considérer les épidémies et les pandémies comme ce que certains économistes appellent des signes noirs. Donc des événements qui seraient imprévisibles et exogènes au système socio-économique. Donc ces épidémies, ces pandémies, j'insiste, sont vraiment en partie déterminées par la structure socio-économique de nos sociétés. C'est la structure de nos sociétés qui va déterminer la fréquence d'émergence de ces épidémies et également leur fréquence, leur vitesse de dissémination. Donc les épidémies, en raison de l'interconnexion, sont quasi systématiquement toujours se transformer en pandémie à partir d'un certain niveau de contagiosité. Et elles vont avoir un très fort impact socio-économique. Donc, d'une part, le socio-économique a un impact sur l'émergence des épidémies, et les épidémies vont également impacter le socio-économique, les finances publiques, donc toute une série de services rendus à la société, dont le financement, par exemple, des services de santé publique. Donc on attend dans les prochaines années de pouvoir mesurer l'impact qu'aura eu, par exemple, la pandémie de SARS-CoV-2 sur la santé publique en général. Il y a sans doute une diminution du financement de la santé publique suite au choc économique causé par l'épidémie. Donc, je vais maintenant m'attarder sur les implications en santé publique et gouvernance du concept One Health. Donc, en quoi ce concept change-t-il en fait la perception qu'on a des stratégies, je dirais, de contrôle des épidémies, des stratégies de réaction à ces épidémies? Donc, One Health, en plus d'un concept d'interconnexion, c'est aussi une stratégie, donc préserver la santé animale et les écosystèmes pour protéger la santé humaine. Et donc, c'est aussi un objectif, celui d'une santé pour tous. Donc, traditionnellement, face à un agent infectieux, on va réagir, donc principalement développer des stratégies de dépistage qui mèneront à des quarantaines. On va essayer de développer des traitements, de développer des vaccins. Donc, ce qu'amène, entre guillemets, le concept One Health, c'est qu'en fait, il va inciter au développement d'une médecine qui ne sera plus uniquement réactive, mais qui sera surtout préventive. Donc, One Health incite à agir sur les conditions qui favorisent l'émergence et la dissémination des agents infectieux. Donc, principalement en jouant sur l'usage des sols, sur les conditions d'élevage, sur le transport international, sur le commerce d'animaux sauvages. Donc, le cadre conceptuel One Health suggère fortement que l'amélioration de la santé publique passe par une prévention des menaces, et notamment par une régulation donc, de l'usage des sols, du commerce international, de l'activité industrielle et de l'innovation technologique en général. Donc, il implique aussi une réorganisation de la gouvernance. Donc, j'ai essayé ici, dans quelques exemples, de souligner l'interconnexion qu'il y a entre toute une série de menaces, comme par exemple le changement climatique, la chute de la biodiversité. On pourrait également citer la pollution, je n'en ai pas parlé, mais la pollution peut affecter, par exemple, la capacité du système immunitaire des animaux et des humains à faire face aux infections. Donc, tout est interconnecté. Et donc, ça remet en cause en partie la notion de priorité que se fixent certains gouvernements. Beaucoup de gouvernements ont envie d'agir sur un élément, que ce soit la biodiversité ou par exemple la pollution ou le changement climatique. En fait, tous ces phénomènes sont interconnectés et vont s'influencer l'un l'autre. Donc, quelque part, la division en ministères qui ont chacun une mission pour l'économie, pour l'agriculture, pour la santé, pour l'environnement, est en partie rendue obsolète par cette notion d'interconnexion qu'amène le concept One Health. Donc c'est ce que disent les principes de Manhattan, notamment le principe 5.
concevoir des approches adaptatives, holistiques, donc globales, tournées vers l'avenir pour la prévention, la surveillance, le suivi, le contrôle et l'atténuation des maladies émergentes et réapparues, qui tiennent pleinement compte des interconnexions complexes entre les espèces. Donc, les menaces globales, les pandémies, le réchauffement climatique, la pollution atmosphérique et plastique, un point très important, c'est qu'elles ne sont détectables et gérables que via une approche scientifique. Donc, généralement, le bon sens commun est de relativement peu d'aide face à des données d'épidémiologie ou à des données de changement climatique. Il faut des modèles mathématiques, il faut une approche scientifique. Donc, ce constat pose la question de la place de la science dans la gouvernance de la société. Une place qui est je dirais, beaucoup en discussion. On l'a vu dans le cas de la crise du Covid-19. Il y a eu énormément de conflits entre les experts et les politiques et le public. Donc ça, c'est un point qui doit évoluer dans l'avenir. Il faut trouver, je dirais, un compromis entre l'avis, je dirais, des experts, qui évidemment ne doit pas être totalitaire, ne doit pas être imposé de manière univoque à la société, mais quand même une prise en considération de cet avis qui ne peut pas être ramené à un simple avis dans les débats de société. Et donc, dernier point très important, la lutte contre les menaces globales, donc menaces qui affectent l'ensemble de l'humanité, nécessite évidemment une réponse globale, c'est-à-dire une coopération internationale. De nouveau, on l'a bien vu pour la crise du Covid-19, ça a relativement peu de sens d'avoir par exemple une stratégie de laisser aller dans certains pays, comme on a pu par exemple observer en Angleterre en début de crise, avec des pays frontaliers qui, eux, vont par contre avoir des stratégies de confinement strictes. Quand les frontières restent ouvertes, ça a relativement peu de sens. Et donc cette réponse globale, elle est également très très importante contre le changement climatique, contre la pollution. Ce sont tous des phénomènes qui n'ont pas de frontières. Et donc ça implique une même vision des priorités entre les différents États. On ne peut pas, d'un côté, par exemple, faire une priorité de l'économie et de l'autre, faire une priorité de la santé publique. Il faut absolument s'accorder sur les priorités. Et donc ça pose la question d'une définition consensuelle minimale du bien commun afin de déterminer les priorités d'une réponse et donc permettre une coopération internationale. Donc, c'est plus ou moins, je dirais, ce qui ressort de beaucoup de communications scientifiques. Je vais en citer une ici qui est assez emblématique dans le Lancet en 2015. C'est le constat que les systèmes actuels de gouvernance et d'organisation des connaissances humaines sont insuffisants pour faire face aux menaces à la santé planétaire. Donc, beaucoup de scientifiques appellent à apprendre à penser et surtout à gouverner autrement face aux menaces globales. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Muraille. C'est très intéressant. Donc, on se rend bien compte effectivement que la mondialisation est assez pour tout. Ce n'est pas seulement pour nos biens de consommation, c'est aussi pour notre santé et pour les maladies qui peuvent nous toucher. J'invite notre public éventuellement à poser des questions. J'en ai déjà reçu une ou deux. On va commencer si vous voulez bien. Une question de Rosemary Libioul. Depuis 10 ans, nous sommes en mode concret de terrain en Hesbaye, avec des cancers environnementaux à la clé. Et que fait le gouvernement de Wallonie et la soi-disant Task Force Santé environnementale? Nada. Et que dire? La ministre compétente n'est même pas la ministre de la Santé, mais celle de l'Environnement. Pourtant, un cancer environnemental est avant tout un cancer comme un autre, non? Et donc, je ne suis pas spécialiste en santé publique et encore moins spécialiste de la politique belge en la matière. Mais un point qu'on peut souligner et qui est assez triste malheureusement, c'est la dissociation qui existe à l'heure actuelle entre le cadre conceptuel qu'on a en santé publique dans les agences de santé publique, donc la manière dont les scientifiques et les experts voient les interconnexions et voient les politiques pour répondre à la plupart des menaces, que ce soit la pollution ou les maladies infectieuses, et par contre l'activité politique. Donc ça, c'est assez dramatique et ça a été notamment souligné dans la crise du Covid-19. Il y a eu un véritable problème au niveau du monde politique pour prendre en considération la menace,
et ensuite pour prendre, je dirais, les mesures qui s'imposaient pour y faire face. Donc, je pense que le Covid-19 a notamment mis en évidence cette dissociation entre les recommandations faites par les scientifiques dans les agences de sécurité sanitaire et l'application en fait de ces politiques par le monde politique en tant que tel. Et dans le cas du SARS-CoV-2, on a pu voir les choses et les conséquences de cette absence de réaction du monde politique. On l'a vu très concrètement et très vite. Mais je dirais que c'est le même problème pour la pollution et le changement climatique. Sauf que là, on détecte beaucoup plus lentement, évidemment, l'émergence de cancers. On voit sur le beaucoup plus long terme les impacts de ce manque de réactivité. J'ai également des réactions, je vais essayer de les reformuler en une fois. Vous nous présentez aujourd'hui un concept One Health qui semble être un concept dominant et bien connu des scientifiques, et pourtant les citoyens ne le connaissent pas, et même plus que ça, ils ont l'impression que les gouvernants n'en ont jamais entendu parler et sont les premiers surpris de l'apparition d'une pandémie que pourtant les scientifiques, on les a entendus cette année, prédisent de plus en plus courantes, peut-être de plus en plus graves. Donc voilà, que peut-on faire pour rationaliser, pour rationaliser la décision politique? Oui, donc ça c'est un vaste problème qui avait déjà été détecté, notamment en sciences humaines depuis des décennies. Donc la majorité en fait des décideurs politiques sont originaires de sciences humaines, ont très peu de formation en sciences médicales. Et donc on a souvent fait le constat qu'il existait deux mondes au niveau intellectuel, le monde des sciences humaines et le monde des sciences naturelles. Et donc si on prend par exemple l'épidémie de SARS-CoV-2, on avait déjà toute une série d'études montrant en 2012 qu'on avait la présence chez des chauves-souris d'agents pathogènes, de virus capables d'infecter l'humain, capables de s'adapter avec très très peu de mutations. Donc, certaines études avaient montré qu'il suffisait de 2-3 mutations, ce qui peut être acquis très vite par des virus, par des coronavirus, pour infecter l'humain. Donc il existait dans la littérature scientifique toute une série de recommandations concernant l'importance, je dirais, de prêter d'avoir une surveillance très active de ces coronavirus. Et pourtant, après 4 ou 5 ans après l'épidémie de SARS-CoV-1, on a vu s'effondrer en fait les financements pour ce type d'agents pathogènes. Et donc globalement, on n'a pas en fait été capable de voir venir réellement cette épidémie. Mais par contre, le fait que cette épidémie soit apparue, effectivement, n'a pas du tout surpris les scientifiques. Et on a observé également un certain scepticisme de la plupart des leaders politiques. On peut citer que ce soit Bolsonaro, Trump, Boris Johnson et d'autres politiciens de premier plan, qui pourtant sont dans des pays qui ont une expertise très très importante en santé publique. Je dirais la capacité des États-Unis, de l'Europe à comprendre l'émergence des agents pathogènes et d'y faire face est une des meilleures au monde. Mais par contre, on a eu effectivement une sorte de dissociation complète entre les mises en garde des scientifiques et la perception du risque qu'avait le politique. Et je voudrais encore réagir à un dernier petit point. Quand on dit que les scientifiques connaissent bien le concept One Health, en fait, c'est en partie faux. Donc, le concept One Health est un concept qui est pluridisciplinaire. Donc, je dirais, pour s'y intéresser, on est forcé de s'intéresser en fait à toute une série de disciplines annexes, que ce soit des sciences humaines, des sciences naturelles. En sciences naturelles, on est obligé de s'intéresser à la fois à la microbiologie, à l'immunologie, à l'épidémiologie. Et en fait, ça n'est plus à l'heure actuelle un réflexe véritablement spontané chez les scientifiques de s'intéresser, d'avoir une approche qui est pluridisciplinaire. Notamment parce que la plupart des financements depuis une vingtaine, une trentaine d'années renforcent en fait chez les scientifiques un intérêt monodisciplinaire. Et donc, quand on dit que les scientifiques connaissent bien le concept One Health, oui, les scientifiques qui ont une approche pluridisciplinaire le connaissent bien, mais en fait, même dans des facultés de médecine, dans des facultés de sciences,
Je suis toujours surpris par le petit nombre de personnes, de chercheurs, spécialistes, qui vont connaître ce concept One Health. Mais souvent, ils l'ignorent parce qu'ils sont spécialistes. Je dirais, ils sont un peu le nez dans le guidon dans leurs recherches. Et donc, quelque part, ça les empêche de communiquer avec les étudiants et avec le public concernant ces thématiques. Je vous remercie, M. Muraille. J'ai une dernière question personnelle. Si les zoonoses sont provoquées ou en tout cas rendues plus courantes par la fréquence de contact avec les animaux, y a-t-il déjà eu des zoonoses via les animaux de compagnie qui sont quand même assez courants en Occident? Donc, il y a des infections qui sont évidemment transmises par les animaux de compagnie. Donc, l'exemple le plus simple, c'est la rage par les chiens. Mais ici, ce qu'il faut souligner, c'est que dans le cas des animaux de compagnie, on a déjà tout un système en fait, de surveillance sanitaire qui touche ces animaux. Donc, par exemple, dans le cas de la rage chez le chien, la vaccination contre la rage est obligatoire dans nos pays. Mais dans les pays où elle n'est pas obligatoire, où elle n'est pas appliquée, dans toute une série de pays du bassin méditerranéen, par exemple, ou en Afrique, vous avez encore un nombre de cas très important de cas de rage. Donc, en fait, tout est une question de prise en considération des risques et de contrôle. On a déjà, je dirais, intégré toute une série de systèmes de contrôle pour les zoonoses au niveau des animaux de compagnie. Il y a relativement peu de risques à l'heure actuelle, sauf peut-être au niveau des nouveaux animaux de compagnie, où là, en fait, on a quelque part très peu de recul et parfois peu de connaissances au niveau des vétérinaires pour les pathologies qui peuvent être transmises à l'animal. Par exemple, je suis toujours effaré qu'il y a excessivement peu d'études, par exemple, qui s'intéressent aux virus qui peuvent être transmis par exemple, les reptiles. Tout simplement parce que, évolutivement, l'humain est très peu en contact avec les reptiles, alors qu'actuellement, on retrouve de plus en plus de reptiles dans les nouveaux animaux de compagnie. Donc là, il faut peut-être, je dirais, prêter attention à ça. Mais pour les élevages, c'est un peu le même principe. Donc, dans les pays européens, en Amérique du Nord, on a déjà des systèmes de surveillance des élevages qui sont très importants, qui permettent de limiter fortement les risques de zoonose au niveau des animaux d'élevage. Mais c'est loin d'être le cas dans toute une partie du monde. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'il faut souligner, c'est cette notion d'interdépendance et de globalisation des épidémies. On n'est plus dans une situation avec cette interconnexion où des politiques nationales, même très efficaces, suffisent à se prémunir des risques. Ce qui se passe dans tous les pays, en fait, peut nous affecter. Et donc, si un pays ne respecte pas certaines règles sanitaires, il peut globalement en résulter une pandémie qui va affecter toute une série de pays qui, eux, les respectent parfaitement. Donc, ce qui est à souligner ici, c'est le fait que nous avons construit volontairement un monde interconnecté, mais que nous n'avons pas développé, je dirais, une gouvernance au niveau sanitaire qui soit efficace au niveau global. Et c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle de manière vraiment cruelle. Déjà au niveau européen, pendant la crise du Covid-19, il y a eu toute une série d'alertes liées au fait qu'on n'avait pas de coordination au niveau européen et pas de politique commune au niveau européen. Je pense que c'est la première étape, je dirais, pour mieux répondre aux futures pandémies, c'est de développer une politique commune européenne, tout en sachant qu'en fait, c'est une politique commune au niveau planétaire qui serait absolument indispensable pour réellement en fait, faire face aux menaces épidémiques. Je vous remercie, M. Muraille. On vient de m'envoyer encore une question par Facebook de Francis Busigny qui demande pourquoi diable tout miser sur des injections potentiellement létales de matériel génétiquement modifié qui sont toujours en phase de test jusqu'à juin 2023 plutôt que d'informer sur l'amélioration du système immunitaire, les compléments alimentaires et l'éradication de la junk food. Question qui touche de nombreux sujets apparemment. Oui. Bon. Donc, à l'heure actuelle, en fait, si on parle du SARS-CoV-2, je suppose que c'est à ça que se lie la question. Donc, on n'a pas de traitement qui soit efficace, ou en tout cas dont la validité ait été démontrée scientifiquement par des évidences mesurables pour traiter le SARS-CoV-2, à part les traitements immunosuppresseurs. Traitements qui ont leurs limites. On le voit par exemple en Inde
avec les surinfections liées à certaines moisissures, ce qu'on appelle les champignons noirs. Donc, ce sont des infections opportunistes qui apparaissent chez des individus qui ont été sans doute surtraités avec des immunosuppresseurs pour réduire les risques de tempête cytokinique et la mortalité liée au SARS-CoV-2. Donc, c'est les seuls traitements réellement efficaces dont on dispose à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'antiviraux qui ont démontré une efficacité et tous les traitements via l'alimentation pour booster le système immunitaire, aucun dans les faits n'a démontré son efficacité. Donc la seule chose qui est efficace et dont l'efficacité est réellement démontrée à l'heure actuelle, c'est la vaccination. Donc on a la chance en une année d'avoir réussi à développer des vaccins efficaces. Il faut ici souligner que c'est vraiment un record, qui est dû au fait qu'on a beaucoup progressé en immunologie ces dernières années, mais qui est également dû au fait qu'on a eu beaucoup de chance vis-à-vis de l'agent pathogène. Il y a certains agents pathogènes contre lesquels on galère depuis plus d'un siècle pour faire un vaccin. Ici, quelque part, on était face à un virus qui était relativement simple, qui n'avait pas de mécanisme d'échappement trop complexe. Mais je veux vraiment souligner le fait qu'ici, par rapport à toutes les polémiques qui ont émergé au début de la vaccination, on a déjà un recul qui en fait invalide la plupart des positions anti-vax raisonnables. Donc on a déjà donné ces vaccins à plus d'1 milliard d'individus dans le monde. Il y a eu un suivi très attentif de tous les effets secondaires. Donc je rappelle que c'était une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de ces vaccins qui était associée à une surveillance avec un report tous les mois de tous les cas, entre guillemets, qui pouvaient être des effets secondaires liés au vaccin. Et si on prend par exemple le cas de la Belgique, pour 4 millions de personnes vaccinées, on a globalement 2 morts, entre guillemets, qui sont liées à cette vaccination, ce qui est excessivement peu. Si on compare aux effets bénéfiques de la vaccination en termes de vie sauvée et également de pathologies évitées, il faut quand même rappeler que le SARS-CoV-2, ce n'est pas uniquement de la mortalité, c'est une infection qui est systémique, donc qui touche les reins, qui touche le cerveau, qui touche tous les organes, et donc qui peut mener notamment à des déficiences rénales sur le long terme. Et donc, face, je dirais, à cette épidémie, à la fois pour lutter contre les risques de saturation des hôpitaux, la mortalité, mais également réduire la diversification du virus et éviter l'apparition de formes plus agressives, plus contagieuses, la vaccination est vraiment la principale arme et l'arme la plus efficace dont nous disposons. Donc il faut vraiment, je dirais, prendre en considération qu'il n'y a pas d'alternative à l'heure actuelle en pratique pour faire face à cette épidémie, à part la vaccination. Je vous remercie, M. Marais. Nous espérons tous voir la fin du tunnel. Oui, je pense que ça, c'est un sentiment que tout le monde partage. Très bien. Eh bien, je ne vois pas de nouvelles questions actuellement. Donc, nous reviendrons vers vous après la présentation de M. Hans. Donc voilà, je me tourne vers M. Hans. Vous allez nous parler maintenant plus particulièrement des liens qui existent entre la santé des écosystèmes et la santé humaine. Exact. Je vais vous partager mon PowerPoint. Voilà. Oui, très bien. Donc, je vais continuer en fait un petit peu sur le même thème et en introduisant de façon, enfin, en élargissant un petit peu le concept de One Health à l'ensemble en fait des écosystèmes et aux problèmes liés à la biodiversité. Donc, je reviens un petit peu sur ce concept. On a vu que c'est un concept récent et je pense que c'est aussi un des éléments importants dans les questions qui ont été posées, c'est que c'est un concept qui n'a pas encore complètement percé même la société scientifique parce que c'est relativement récent, donc 2004. Et ça me donne l'opportunité aussi de reprendre en fait la définition de l'OMS en termes de santé publique. Donc, pour l'OMS, la santé, c'est un état complet de bien-être physique et mental et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est-à-dire qu'il va intégrer cette notion de bien-être physique qui détermine en fait notre état de santé. Et donc, l'idée, c'est que la santé de l'environnement dans lequel on vit est un des éléments
qui est déterminant pour notre propre santé. Et donc, on va voir en fait comment il est important d'associer la conservation de la biodiversité et la santé publique, les impacts que ça peut avoir. Et on sait que la biodiversité, et que l'on pourrait définir comme la biodiversité des espèces sur Terre, mais aussi le fonctionnement en fait de l'écosystème vivant, de l'écosystème Terre, la relation entre la composante vivante et le milieu, et la diversité des interactions entre les animaux et les plantes. Donc, la biodiversité a une série d'aspects extrêmement positifs. Par exemple, on a profité, si on peut dire profité, mais lors de cette épidémie de Covid-19, on a fait renaître, par exemple, les bains de forêt, où les gens ont compris que se balader en forêt apporte un certain bien-être. On insiste de plus en plus sur l'importance de la nature en ville, avec la végétalisation des villes. Et c'est vrai que la nature et sa diversité nous fournissent une quantité incroyable de services. Il faut rappeler en fait que toute notre nourriture vient de la biodiversité. Tout ce que nous mangeons, c'est à l'origine du vivant. Que l'air et l'eau pure sont des services qui nous sont rendus par la biodiversité. L'épuration des eaux est extrêmement importante. Elle se fait par des micro-organismes, par toute une série d'organismes plus élaborés. La résilience du climat, par exemple, est aussi un élément où la biodiversité est extrêmement importante, et puis toute une série d'éléments contre la lutte contre l'érosion, la fertilité des sols, etc. Donc, il y a de nombreux services qui sont rendus par la biodiversité. Et puis, en termes purement je vais dire, économiques, c'est que quelque part, la biodiversité est aussi une source de solutions technologiques. Par exemple, on sait que plus de 40% de nos médicaments proviennent de la nature ou sont des imitations en fait, de molécules que l'on va trouver dans des plantes ou des animaux. Il suffit de penser à la pénicilline dont l'origine est évidemment un champignon. Les fibres, les matériaux, le bois, par exemple, qui est un élément essentiel dans notre vie quotidienne, les colorants, les parfums, et puis des éléments liés au biomimétisme, puisqu'on sait que maintenant, on utilise des éléments de nature pour reproduire parfois des technologies de pointe, hein, par exemple dans la façon dont on va aérer les bâtiments, qui sont parfois comparables à ce que les termites font dans les zones arides, avec une circulation d'air à l'intérieur de leur construction. D'un autre côté, si la biodiversité a une série d'effets positifs directement sur notre santé, sa dégradation a aussi une série d'effets négatifs. Et donc, ces effets négatifs se marquent notamment par une perte des services rendus par la nature, par exemple la qualité et la diversité de notre nourriture. Je parlerai tout de suite de la pêche, où on a une diminution en fait, des stocks de poissons pêchés, et qu'on peut déjà observer sur les étals de nos poissonniers. Donc, cette diversité de la nourriture est quelque chose d'extrêmement important. La pollution des eaux et de l'air, c'est évidemment quelque chose qui va affecter directement notre état de santé, mais aussi l'état de stress, puisqu'on sait qu'une nature en bonne santé, en fait, et le fait de se balader dans la nature, d'être en contact avec des animaux, le chant des oiseaux, par exemple, les odeurs des fleurs, etc., ça va diminuer notre état de stress. Le développement des maladies, ça je vais y revenir tout de suite en relation avec la perte de biodiversité et la simplification des écosystèmes, mais aussi le développement d'allergies. On constate une explosion en fait, du développement des allergies qui sont notamment liées à une perte de contact direct avec certains éléments naturels. Et puis, si les changements climatiques sont en grande partie causés par une production excessive de CO2 due à notre industrie et nos transports et nos logements, ils sont aussi causés par la déforestation, donc par cette dégradation de la biodiversité, par un impact sur les océans, et ils ont également des conséquences immédiates sur la santé et le bien-être, et parfois des conséquences au niveau catastrophique en termes d'inondations, par exemple, ou d'incendies. Hein. On a vu que les incendies ont redémarré en Californie et actuellement en Europe, en Grèce. Et tout cela a un coût économique extrêmement important et mobilise en fait des moyens financiers que l'on pourrait consacrer à d'autres éléments.
Un dernier point, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face à cette dégradation de la biodiversité et qu'on constate qu'il y a une aggravation en fait, des inégalités sociales, et je reviendrai là-dessus aussi, suite à cette dégradation de la biodiversité. Alors, c'est une préoccupation qui est devenue mondiale, un peu comme les pandémies, cette notion de bien-être humain en lien avec les écosystèmes. Et c'est extrêmement intéressant de se rendre compte que c'est le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, Kofi Annan, en 2000, qui a lancé en fait une initiative extrêmement importante qu'il a appelée Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, à l'Assemblée générale de l'ONU, pour analyser et pour lancer un rapport en fait, de l'importance des écosystèmes sur le bien-être humain. Et c'est un rapport qui a été publié en 2000, qui a été rédigé par 1800 chercheurs et que vous pouvez obtenir gratuitement en fait en plusieurs langues si vous tapez simplement Millennium Assessment dans un moteur de recherche Internet. Et ce rapport met de façon très importante l'accent sur les liens entre les écosystèmes et le bien-être de l'homme, et particulièrement sur ce qu'on appelle maintenant les services d'origine écosystémique, c'est-à-dire que les services, et je vais revenir tout de suite là-dessus, que les écosystèmes nous rendent à nous, êtres humains. Et donc, il y a une série de ces services qui sont indispensables, et je peux prendre, c'est en anglais, mais on va le parcourir ensemble, justement des tableaux qui sont publiés dans le résumé de ce Millennium Assessment, où il montre en fait qu'on a toute une série de services qui nous sont fournis par la nature, qui sont fournis par la biodiversité. Hein, on a des services d'approvisionnement, donc comme je vous le disais, toute notre nourriture provient de la nature. Notre eau potable, le bois, les fibres, une partie de notre énergie, et on pourrait allonger la liste. Il y a aussi des services qu'on va appeler de régulation, donc la régulation du climat, la régulation des inondations, la régulation des maladies, hein, la purification de l'eau. On a des services qui sont culturels, simplement par exemple le fait de se promener dans les bois, c'est un service rendu par la nature. Et puis on a toute une série de services de support, hein, comme la formation des sols par exemple, ou la production primaire, c'est-à-dire la captation du carbone par les plantes, hein, pour constituer de la matière organique et qui est la base quelque part de toute vie sur Terre. Et ces services sont en lien direct avec une série de composantes du bien-être. Et par exemple, parmi les composantes du bien-être, il y a la notion de sécurité. Si vous avez un approvisionnement alimentaire correct, eh bien, votre notion, votre importance, votre appréhension de la sécurité est plus importante. Même chose pour l'eau, etc. Il y a aussi une composante qui est liée au fait que vous devez avoir une quantité suffisante d'éléments, par exemple de nourriture, d'abri, d'accès aux biens, pour avoir des conditions qui vont vous permettre ensuite d'avoir une vie épanouissante. Si vos besoins de base ne sont pas satisfaits, eh bien, ça sera difficile après, par exemple, d'être créatif, d'être bienveillant avec les personnes qui vous entourent, et ainsi de suite. Il y a aussi des effets directs sur la santé. On l'a vu dans la très belle présentation d'Éric Muraille juste avant. Et il y a énormément d'effets en fait sur les relations sociales également, qui proviennent en fait de cet état de bien-être qui provient de ces services écosystémiques. Et tout ça est lié à aussi un autre élément qui est souligné à la fois par le Millennium Assessment et par l'OMS, c'est la liberté en fait des choix et des actions, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nos besoins primaires sont rencontrés, eh bien, on a des possibilités en fait de s'épanouir et d'avoir des choix démocratiques, etc., qui sont beaucoup plus prononcés. Bien. Donc, dans le même Millennium Assessment, et je fais un petit résumé ici des conclusions parce que c'est important, ils font une série de citations, ils montrent que le bien-être de l'homme va donc dépendre de moyens d'existence sûrs et appropriés, de la disponibilité de nourriture suffisante, d'un logement, de vêtements, d'un accès aux biens. Donc ça, c'est vraiment les élémentaires de vie, comme on peut les appeler,
de la santé, hein, comprenant le fait de se sentir bien, la perception en fait de son état de santé est quelque chose d'extrêmement important, d'avoir un environnement physique sain, de l'eau potable, de l'air pur, de bonnes relations sociales. C'est un élément essentiel de l'état de santé, de la sécurité, dont l'accès sécurisé aux ressources naturelles et la protection contre les catastrophes naturelles, hein, y compris les catastrophes qui sont issues des changements climatiques. La liberté de choix, hein, je viens d'en parler tout de suite, hein, qui comprend y compris la liberté philosophique, la liberté de religion, etc. Et ce qui constate, et nous sommes en 2000, hein, donc il y a plus de 20 ans, approximativement, à cette époque, 60% des services d'origine écosystémique, donc fournis par la nature, donc c'est mis au présent parce que c'est une constatation de l'époque, sont en cours de dégradation ou d'exploitation de manière non rationnelle. Donc c'est une sorte d'appel au secours que ce comité de plus de 1800 scientifiques a fait au niveau des Nations Unies et qui a été diffusé extrêmement largement à l'époque. Alors, par exemple, je parlais tout à l'heure de la pêche, qui est un service qui a été fortement dégradé. Ce n'est pas le seul. L'approvisionnement en eau, on sait qu'on va avoir une partie de la population mondiale liée au changement climatique qui va avoir de gros problèmes en fait, d'accès à l'eau, le traitement des ordures, la désintoxication des pollutions, les purifications d'eau, la protection contre les risques de catastrophes, etc. Tout ça, c'est une série de services qui sont dégradés, y compris des éléments, et il le souligne, comme la plénitude spirituelle, hein, et les notions de plaisir, etc. Et si je reprends par exemple la pêche et la disponibilité en eau douce, eh bien, on savait déjà à l'époque que au moins un quart des stocks commerciaux de poissons étaient surexploités. Et il y a un exemple que je cite toujours à mes étudiants et qui est très intéressant, c'est le prix du cabillaud. Le prix du cabillaud, en 20 ans, a augmenté en plus de 20 ans, à peu près 30 ans, a augmenté de plus de 400%. Quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, en fait, le cabillaud était un poisson bon marché qu'on pouvait manger assez facilement. Et maintenant, c'est un poisson de luxe parce que les stocks de cabillaud sont en train de s'effondrer complètement. L'utilisation de l'eau douce actuellement excède en fait les approvisionnements disponibles à long terme, hein, et notamment en termes d'irrigation pour l'agriculture. Et donc, il y a un accroissement aussi des inégalités sociales, je vous en parlais, et c'est marqué par le fait de ce fameux revenu dont disposent les gens. Et en 2001, on avait 1 milliard de personnes qui disposaient de moins de $1 par jour, et 70% de ces personnes provenaient des zones rurales, donc survivre avec moins d'1 $ par jour. Donc c'est très faible, et cette proportion n'a pas véritablement diminué actuellement. La dégradation des services écosystémiques accentue en fait la pauvreté dans les zones les plus pauvres et contribue à l'émergence de conflits ou à la migration de réfugiés. Nous sommes confrontés à une crise migratoire extrêmement importante qui est liée à cette accentuation de la pauvreté. La moitié de la population urbaine en Afrique, en Asie, en Amérique latine souffre de maladies qui vont être liées à l'approvisionnement à l'eau et à des conditions sanitaires inadéquates. Et à peu près 1,8 million de personnes par an meurent en fait d'une utilisation d'eau polluée. C'est gigantesque, et beaucoup d'enfants parmi ces personnes souffrent par exemple de dysenterie qui peut être mortelle, qui est souvent mortelle pour des âges inférieurs à 5 ans. Alors, le déclin de la pêche a des conséquences pour beaucoup de pays asiatiques et de pays des côtes africaines, puisque ça réduit la disponibilité de protéines bon marché. La désertification qui a des conséquences pour des millions de personnes dans les zones arides, et des éléments comme par exemple, de nouveau en lien avec les pandémies, mais le réchauffement des grands lacs en Afrique va créer des conditions favorables à la transmission par exemple du choléra dans les pays environnants. Alors, suite à ce Millennium Assessment, eh bien, l'ONU a décidé de créer un autre organisme, l'IPBES, qui est un organisme qui fonctionne actuellement et qui va se consacrer à l'analyse de la biodiversité.
Donc, il a fallu attendre. Vous voyez, le rapport a été publié officiellement en 2005, il a été demandé en 2000, publié en 2005. Il faudra encore attendre 5 ans avant que l'ONU prenne cette décision et va créer un groupement intergouvernemental d'experts indépendants, en fait, qui vont remettre un rapport global sur la biodiversité et les services rendus par la biodiversité. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de fournir au gouvernement, au secteur privé et à la société civile des données scientifiquement crédibles et indépendantes, en fait, sur les aspects liés à la biodiversité. Donc, ce rapport, il est de nouveau gratuit, il est disponible. Vous pouvez le trouver sur Internet. Il suffit d'aller sur le site de l'IPBES et c'est facilement accessible. Et donc, qu'est-ce qu'il constate dans ce rapport qui a été publié récemment? Si je me rappelle, je n'ai plus la date ici, mais ça doit être en 2019. Il montre que 75% de la surface terrestre utilisable est significativement altérée par l'activité humaine. Donc, c'est 75% de l'ensemble de la surface sur Terre que l'on peut utiliser. Donc, ça retire les surfaces gelées, les surfaces de désert, des choses comme ça. Mais tout ce qui est utilisable par l'homme pour l'agriculture, la foresterie, son urbanisation, etc., est significativement alterné. Au niveau des océans, eh bien, on peut considérer que 66% de la superficie océanique subit en fait des effets justement du développement humain, de la pollution, et avec une perte extrêmement importante en fait des zones naturelles. Et au niveau des zones tropicales, rien qu'en termes de déforestation, et la déforestation ne touche pas uniquement les zones tropicales, mais est particulièrement sensible dans ces zones-là, on a 32 millions d'hectares de forêt qui ont été perdus rien en 5 ans, en 2010 et 2015. Et à titre d'exemple, il faut savoir, en Belgique, on a 600 000 hectares, donc 32 millions d'hectares, vous voyez, c'est de nombreuses fois la superficie belge en termes de forêt qui était perdue. Et en conséquence, eh bien, ils mettent en évidence le fait qu'1 million d'espèces vivantes sont directement menacées d'extinction à court terme. Et ce n'est pas uniquement le fait que des espèces comme le tigre, le grand panda, les orang-outans, etc., risquent de disparaître, c'est aussi une autre constatation, c'est le déclin d'abondance des espèces. C'est-à-dire que même pour des espèces communes, on peut prendre par exemple le moineau domestique, l'hirondelle de fenêtre ou des choses comme ça, eh bien, on constate une chute dans leur population. Et ça, c'est un autre rapport qui nous met en évidence. C'est le Living Planet Report qui est sorti en 2020 du Fonds mondial pour la protection de la nature, mais qui a aussi été réalisé par la Société zoologique de Londres, en fait, qui a apporté les données pour réaliser ce rapport. Et ils ont suivi dans ce rapport l'abondance, en fait, c'est-à-dire le nombre d'individus à l'intérieur des populations, de plus de 20 000 populations appartenant à 4 392 espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens, de poissons, sur plus de 40 ans. Et ils ont fait une analyse, en fait, ce qu'on appelle une méta-analyse des données scientifiques disponibles pour voir comment évoluer en fait, l'abondance des individus à l'intérieur des espèces. Et leur conclusion est assez dramatique parce qu'ils observent en fait que sur cette petite période de 46 ans, on a un déclin dans l'abondance de ces populations de près de 68%, ce qui est absolument considérable et extrêmement inquiétant. Et donc, ça veut dire que eh bien, ce déclin d'abondance va se traduire aussi par des conséquences en termes de services qui vont être rendus et de résilience de la biosphère par rapport à des grandes perturbations, par exemple des pandémies, par exemple des changements climatiques. Alors, je vais avancer un petit peu sur les concepts de biodiversité et de maladies. Et donc, comme Éric Murail l'a bien montré, donc, on a plus de 1400 espèces de parasites et de microbes infectieux qui nous affectent, dont certains causent toujours des millions de morts, comme la malaria, par exemple. 60% sont considérés d'origine animale, donc c'est ce qu'on appelle des zoonoses. Et je vais aller assez vite là-dessus parce que ça a déjà été développé, mais la charge en pathogène humain et sa modification au cours du temps
peut s'expliquer quelque part lié à l'évolution de la population humaine. D'une part, les êtres humains sont de descendance primate ou même plus ancienne mammifère, donc au cours de notre évolution. Et donc, nous avons conservé une série de pathogènes en fait, qui datent de notre évolution, mais aussi nous avons conservé une sensibilité à des pathogènes d'espèces qui sont restées proches, comme par exemple les primates. Et nous avons ainsi la capacité d'acquérir en fait, ces pathogènes en contact avec des espèces animales sauvages, et soit par la nourriture, par exemple la viande de brousse, et parfois même simplement le contact physique avec la viande de brousse, le contact avec les fesses, les excréments, l'urine ou le partage d'un même habitat, par des espèces vectrices communes, donc par exemple des poux, des puces, des moustiques qui peuvent transmettre des pathogènes. Et puis, au cours de l'histoire humaine, bien, nous nous sommes sédentarisés et donc nous avons commencé à réaliser de l'agriculture, mais aussi de l'élevage. Et en réalisant de l'agriculture, on a stocké de la nourriture qui ont attiré des rats, des surmulots, des souris, des cafards et toute une série d'organismes qui peuvent nous transmettre des bactéries, des pathogènes, etc. Enfin, ensuite, avec l'extension de la population humaine, nous avons colonisé de nouveaux milieux à travers des voies migratoires et commerciales, et nous avons domestiqué en fait de plus en plus d'espèces. Et en termes d'histoire de l'évolution, cette domestication, elle est récente, puisqu'elle remonte il y a à peu près 12 000 ans, peut-être un peu plus ancienne pour le chien, par exemple, mais c'est quelque chose d'assez récent, malgré tout, dans l'histoire de la vie sur Terre. Donc, sur 175 maladies qui sont actuellement qualifiées de maladies émergentes, donc de maladies nouvelles, il y en a qui sont liées à notre mode de vie, comme l'explosion du diabète de type 2, par exemple, mais 75% de ces maladies émergentes sont considérées comme des zoonoses, donc sont des maladies transmises par des animaux. Et elles sont liées à des modifications de ces écosystèmes, et c'est ce que je vais voir avec vous aussi avec quelques exemples. Et ça a des conséquences extrêmement importantes. D'abord, en termes de mortalité, il y a des millions de gens en fait, qui meurent de maladies transmises par des animaux chaque année sur Terre. Et par exemple, la malaria est responsable de 11% du fardeau des maladies en Afrique, mais ça a aussi une conséquence économique, puisqu'on estime que si elle avait été éradiquée dans les années 2000, elle n'est toujours pas, il y aurait une augmentation en fait, de 100 milliards de dollars du PIB de l'Afrique, et ça veut dire plus d'argent disponible, par exemple, pour investir dans les soins de santé, pour investir dans l'éducation, etc. Alors, on a toute une série de maladies infectieuses. On en a déjà vu quelques-unes avec le H1N1, par exemple, et qui sont fortement influencées par la simplification des écosystèmes. Et c'est surtout là-dessus que je vais insister maintenant, et notamment la malaria, bien entendu, mais aussi toute une série de parasitoses comme les schistosomiases, les filarioses, etc. Et des virus, bien entendu. On a vu le virus occidental du Nil. Je parlerai un tout petit peu également de la maladie de Lyme. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a une sorte d'aller et retour entre l'impact que les animaux et les contacts qu'on a avec les animaux ont sur nous en termes de population humaine, mais aussi ce que notre propre bétail va avoir comme conséquence sur la biodiversité. Et pour ça, il y a un exemple assez célèbre, en fait, qui est la peste bovine et les conséquences que la peste bovine a eues sur les populations d'ongulés en Afrique. Donc, la peste bovine, elle est provoquée par un virus, un morbillivirus, qui peut survivre assez longtemps inactif, entre guillemets, jusqu'à 5 mois dans la paille et dans la terre, donc dans la litière des animaux. Et elle est arrivée en Afrique en 1899, en Éthiopie, parce que l'armée italienne a trouvé que c'était une bonne idée, en fait, d'importer du bétail d'Inde, zone tropicale, vers l'Éthiopie, où le bétail semblait plus adapté, en fait, aux conditions africaines que d'importer du bétail provenant d'Europe.
pour nourrir l'armée italienne qui occupait l'Éthiopie à cette époque. Le problème, c'est que ce bétail introduit était contaminé par la peste bovine. Or, cette peste bovine est très contagieuse et particulièrement dans des zones semi-arides où le bétail se rassemble près des points d'eau et est en contact direct avec toute une série d'ongulés. Et donc, on a des densités d'animaux qui peuvent être extrêmement importantes. Eh bien, la peste bovine a été transmise à des ongulés sauvages, notamment aux girafes, rhinocéros, aux éléphants, etc., et a provoqué jusque de 80 à 90% en fait de mortalité chez ces espèces, donc une modification complète en fait de la grande faune africaine, a modifié la distribution des espèces et a réduit la diversité génétique. Et en même temps, en Afrique, dans toute l'Afrique centrale, parce que ça s'est distribué extrêmement rapidement, de 80 à 90% des troupeaux ont succombé à la peste, occasionnant des famines de grande ampleur. Alors, il y a eu toute une politique, évidemment, après de santé publique qui a été mise en place et de vaccination. Et actuellement, depuis début de cette année-ci, on considère en fait la peste bovine, heureusement, comme éradiquée, mais elle a fait des dégâts absolument considérables. Alors, un autre exemple qui est très parlant, c'est le cas des fièvres hémorragiques qui sont transmises par les rongeurs. Et elles sont assez abondantes, ce sont des virus à ARN, notamment les hantavirus, on peut même se contaminer en Belgique par ces hantavirus. Donc, ils peuvent provoquer, sont des fièvres hémorragiques, donc qui provoquent des hémorragies, des symptômes rénaux, et peuvent produire la mort en fonction du type de virus et de l'état de santé des personnes dans 1 à 15% des cas. En Asie, on considère qu'il y a près de 100 000 cas chaque année depuis la Première Guerre mondiale. Aux États-Unis, il y a un symptôme qui est une détresse pulmonaire qui peut provoquer 50% de la mort des patients. Et il y a toute une série de virus, et chaque virus est associé à une espèce particulière de rongeur qui représente pratiquement, en fait, les rongeurs sont les animaux les plus abondants parmi les mammifères. Et j'ai repris ici dans un tableau une série de ces virus qui peuvent être transmis par, et de maladies qui peuvent être transmis par ces rongeurs, par exemple, simplement les souris, les rats, etc. Ici, c'est la souris domestique. Et voici en fait une autre, et on voit que ça touche absolument tous les pays, et on va retrouver ça, y compris en Europe, avec des fièvres hémorragiques, mais il y a aussi d'autres choses que vous connaissez qui sont également transmises par les rongeurs et qui restent des préoccupations actuelles, par exemple la maladie de Lyme, il faut un vecteur qui est une tique, mais aussi par exemple la toxoplasmose, qui reste quelque chose qui est fortement surveillé chez nous et qui peut provoquer des problèmes au niveau des bébés si la femme enceinte est contaminée. Alors, ce qui est intéressant, c'est une étude en fait, qui a été réalisée, c'est une méta-étude qui a essayé de comprendre pourquoi, dans quelles circonstances en fait, ces virus émergeaient. Et ils ont compris que c'était associé à des perturbations de l'environnement et par exemple à une mécanisation de l'agriculture, je vais détailler ça un petit peu plus, à de l'élevage, ranching, ce qu'ils mettent ici, de la déforestation, etc. Et que dans pratiquement toutes les conditions, sauf certains cas particuliers, où par exemple ici c'est une pullulation de rats en Corée liée à des conditions urbaines de déchets qui sont mal traités, des choses comme ça, mais dans la plupart des cas, c'est des modifications d'habitat liées à l'homme. Et en fait, dans chaque cas, le rongeur hôte était ce qu'on appelle une espèce généraliste, c'est-à-dire chez les rongeurs, on a des rongeurs qui sont très spécialistes, qu'on ne va trouver que dans certains milieux, qui ne se nourrissent que sur certains types alimentaires, et puis on a d'autres qui sont plus opportunistes, comme le rat, les souris, les surmulots, certains campagnols, etc. Alors, quels sont les mécanismes qu'il y a là derrière? En fait, en pratique, les perturbations de l'environnement vont être défavorables aux rongeurs spécialistes. C'est-à-dire que si vous déforestez, par exemple, je ne sais pas moi, 500 hectares de forêt tropicale pour faire une culture de soja, eh bien, vous allez favoriser des rongeurs qui sont déjà des rongeurs liés à l'homme, comme les rats, les souris, éventuellement les campagnols, des rongeurs qui sont liés aux grandes cultures. Mais par contre, des rongeurs spécialistes qui vivent normalement dans un milieu plus complexe vont être éliminés, et c'est-à-dire que vous n'avez plus
de compétition entre les spécialistes et les généralistes, et vous avez à ce moment-là une explosion des populations de généralistes. Et cette explosion de population va augmenter aussi en raison de l'abondance de nourriture produite par l'homme. Si vous produisez du soja, eh bien, il y a des résidus agricoles, il y a des graines, etc. Il y a des stocks qui vont favoriser la pullulation des rats, par exemple. Et en même temps, quand vous simplifiez l'écosystème, eh bien, vous enlevez les niches disponibles, donc la place disponible quelque part pour les prédateurs. Donc, vous diminuez la quantité de petits prédateurs qui s'attaquent naturellement à ces rongeurs et qui diminuent leur population. Et nous faisons toujours ça, hein. Même dans des pays comme la Belgique, on n'aime pas trop les renards parce qu'ils attaquent aux poules. Ils s'attaquent aux poules, mais ce qu'on oublie parfois, c'est qu'un renard, ça mange plus d'1 millier de rongeurs par an. Donc, chaque fois qu'on tue un renard, eh bien, on permet à 1 millier de rongeurs en plus de se reproduire, donc de rats, de souris, de campagnols, et qui sont potentiellement dangereux aussi pour notre santé. En plus, comme on fournit des abris, comme on fournit des zones de stockage des céréales, etc., qui sont chauffées, eh bien, on va augmenter la saison de reproduction et à ce moment-là, on a vraiment un développement de grandes populations d'individus opportunistes qui vont être poussés à la dispersion, à explorer des nouveaux milieux, à entrer en contact avec l'homme. Et soit au niveau des déchets, mais aussi des stocks de nourriture. Hein. Parfois, la nourriture, les stocks de nourriture sont contaminés, par exemple, par l'urine, ou par des aérosols, ou par les fesses, ou des contacts directs. Et à ce moment, eh bien, la transmission des maladies se fait de façon beaucoup plus générale. Donc, en d'autres guillemets, une simplification des écosystèmes et une diminution de la biodiversité vont contribuer à augmenter le risque de certaines maladies parce qu'on favorise en fait les rongeurs qui sont vecteurs de cette maladie. Et ensuite, il y a un autre aspect qui est très important, qui est quelque chose qu'on a découvert plus récemment, c'est que plus la diversité des espèces de rongeurs est importante, eh bien, plus la prévalence d'une maladie va être faible. Parce que au sein des rongeurs, tous ne vont pas réagir de la même façon à un pathogène. Donc, si vous avez un hantavirus, eh bien, par exemple, dans telle espèce de campagnol, il va se développer beaucoup moins parce que le système immunitaire de cette espèce de campagnol va contrôler ce virus. Et donc, dans cette espèce de campagnol, il va être incapable de se développer et de se transmettre ensuite aux populations humaines. Et si vous éliminez cette espèce de campagnol et que vous la remplacez par d'autres espèces plus généralistes, plus opportunistes, qui elles sont plus sensibles au virus, eh bien, on augmente les risques. Et c'est ce qui a été mis en évidence. Bon, ça, c'est aussi une méta-analyse. J'ai pris surtout sur les photos. C'est tous des milieux transformés, en fait. Et à chacun de ces milieux, donc transformés par l'agriculture, c'est essentiellement en zone tropicale en Amérique du Sud, ici, où, vous voyez, vous avez ici un petit îlot de forêt qui reste au milieu d'une très vaste culture. Je pense que c'est du soja, justement. Et ils expliquent bien que, par exemple, la transformation de la forêt native ici a eu des conséquences sur une épidémie d'hantavirus, que ici, donc ça c'est pour les figures A et B, les figures C et D, c'est au Brésil, c'est le Cerrado, donc c'est une forêt de buissons en quelque sorte, qui a été coupée et on a remplacé par des végétaux, des bananiers, etc. Et de nouveau, ça a favorisé des rongeurs et ainsi de suite. Et on a de plus en plus en fait de cas qui sont documentés par ça, que notre hyper simplification des écosystèmes pour produire de l'alimentation, eh bien, conduit à une pullulation en fait d'espèces non désirables qui sont des espèces capables de nous transmettre des pathogènes. Et ici, c'est un graphique assez intéressant. En fait, c'est la prévalence en fait d'un virus à l'intérieur d'un rongeur opportuniste, hein, je pense que c'était le rat noir dans ce cas-là, par rapport à la diversité des rongeurs dans le milieu. Et on voit que plus la diversité des rongeurs dans le milieu est élevée, eh bien, on a cet effet de dilution qui fait que on a une prévalence beaucoup plus faible lorsque vous avez une forte diversité de rongeurs dans le milieu.
Et je vous parlais de la maladie de Lyme, donc c'est une maladie c'est une bactérie, cette fois-ci ce n'est plus un virus, c'est une maladie qu'on appelle la borréliose, donc c'est Borrelia burgdorferi notamment qui provoque cette maladie. Eh bien, aux États-Unis, l'hôte principal, c'est une souris qui est extrêmement abondante, c'est la souris à pattes blanches, qui est la plus abondante en fait des rongeurs, et qui est aussi le rongeur qui est le plus infecté par cette bactérie-là. Et c'est pas le contact avec la souris qui va transmettre la maladie, donc il faut qu'il y ait une tique, c'est une tique assez généraliste qu'on va retrouver sur des tas d'espèces différentes et qui pique la souris, s'infecte avec la bactérie et puis pique éventuellement ensuite un être humain et va transmettre cette bactérie à l'être humain. Et on a constaté en fait que d'autres petits mammifères servent de réservoir à cette fameuse bactérie, mais de façon beaucoup moins efficace. C'est-à-dire que la bactérie est contrôlée. Ils vont transmettre beaucoup moins en fait cette bactérie. Et lorsque la proportion, donc plutôt que d'avoir cette souris blanche hyper dominante et très peu d'autres espèces de rongeurs, lorsqu'on a beaucoup d'espèces de rongeurs et à ce moment-là beaucoup de compétition avec la souris blanche et moins de souris blanches, et ça se traduit quand on a un écosystème plus diversifié, et bien à ce moment-là, en fait, les tiques, eh bien, elles n'ont pas le choix. Elles vont sur les autres rongeurs qui contiennent beaucoup moins cette bactérie, qui sont moins compétents et qui transmettent moins le virus. Et c'est ce qui est mis ici. Si on prend le graphique B, par exemple, le nombre de cas de maladie de Lyme pour 100 000 habitants est directement inversement proportionnel à la richesse en petits mammifères présents dans l'écosystème. Donc, si vous vivez dans un écosystème très diversifié, vous avez un risque d'attraper la maladie de Lyme nettement plus faible que si vous vivez dans un écosystème, par exemple, les grandes plaines agricoles des États-Unis. Bien, et ça, c'est vrai pour toute une série de maladies. J'ai repris ici les maladies dont je parlais tout à l'heure, et on a des mauvaise gestion des bassins versants, variabilité climatique, et tout ça est tout à fait documenté. Il y a eu un bouquin qui a été publié par Serge Morand en 2012 là-dedans et qui explique tous ces éléments. Alors, on a parlé un petit peu de Ebola. Donc, Ebola, c'est lié à la consommation de viande de brousse. C'est un petit peu aussi ce qui s'est passé avec le virus HIV. Donc, c'est un virus à ARN. Le réservoir naturel, c'est de nouveau des chauves-souris qui sont frugivores, donc qui mangent des fruits, qui sont en contact avec des primates, parce que la plupart des espèces de primates, dont les chimpanzés, mangent énormément de fruits dans leur alimentation. Et donc, ils peuvent être infectés en fait, par les fluides, les urines, par exemple, des chauves-souris. On a une contamination directe de l'homme par les fluides ou par la manipulation de la viande de brousse. Simplement, le fait de manipuler, de la découper, de l'amener sur les marchés peut vous contaminer avec Ebola. Donc, par contact, ça se développe dans les populations humaines qui sont en contact étroit avec les forêts tropicales humides, et c'est souvent des populations très pauvres qui vont chercher de la viande de brousse parce que c'est l'unique source en protéines dont ils disposent. Et on a eu une explosion d'Ebola, notamment liée à des troubles de guerre civile, avec des populations qui se réfugient dans des zones de forêt ou des choses comme ça. Ça a été le cas notamment récemment au Congo, et qui se sont contaminés via cette viande de brousse. Et donc, vous connaissez cette fièvre hémorragique qui peut produire jusqu'à 90% de mortalité, donc on est bien au-delà du Covid-19, et qui a causé en 2016 la mort de plus de 11 000 personnes dans l'Afrique de l'Ouest. Alors, le SRAS-CoV-2, donc, qui est un syndrome respiratoire aigu, c'est un autre coronavirus qui est apparu en Chine en 2002 et qui avait pour origine des civettes. Donc, les civettes, c'est des cousines de nos hermines, des belettes, etc., mais qui sont vendues en fait en Chine, sur les marchés comme viande de brousse et, comme l'a montré mon collègue Éric Muraille, souvent vendues vivantes en cage, et probablement infestées également par des chauves-souris, et qui ont provoqué à ce moment-là, en 2002, 8 000 cas et 774 décès.
Et puis, il y a un autre coronavirus qui est émergé en 2012, lié à des dromadaires aussi avec un autre chauve-souris, développé en Arabie Saoudite, avec 1782 personnes contaminées et 640 morts dans 25 pays. Heureusement, on n'a pas eu un développement mondial. Alors, c'est intéressant parce que j'ai repris ici une publication de 2018, comme quoi, en fait, on se doutait de l'émergence de ces coronavirus et des risques en termes de pandémie. Et donc, c'est une publication de collègues chinois qui montre que les porcs sont des intermédiaires fréquents, en fait, des maladies chez l'homme et qu'ils ont identifié en 2017 un nouveau coronavirus chez des porcs malades. Mais ce coronavirus n'est pas capable de passer chez l'homme. C'est de nouveau un coronavirus qui est proche d'un coronavirus de chauve-souris. Donc, la transmissibilité à l'homme n'a pas été établie, mais ce qui est intéressant, c'est que dans leur article, ils indiquent que dans le sud de la Chine, le climat unique, la forte densité de porcs domestiques et sauvages, la distribution étendue de chauves-souris, ainsi que les chauves-souris transportant un grand nombre de nouveaux coronavirus recombinants pourraient conduire à l'émergence de nouveaux coronavirus à l'avenir. Ça a été publié, donc ça a été écrit en 2017, ça a été publié un an après, mais un an avant l'émergence du Covid-19. Et ça vient de leur publication, où ils montrent plus la zone est foncée, plus vous avez un grand nombre d'élevages de porcs, et puis vous avez des petites chauves-souris qui sont indiquées là-dessus, et plus elles sont foncées, de nouveau, plus elles sont porteuses de ce fameux coronavirus. Et donc, il y a toute une série de facteurs aggravants, une très forte croissance de la population humaine. Nous sommes 7,7 milliards quand même actuellement sur Terre, ce qui veut dire qu'il y a un besoin de terre à cultiver, et donc il y a de la déforestation. Il y a une forte concentration urbaine. Plus de 50% de la population était urbaine en 2014. On va à plus de 65% de la population prévue dans les villes. On a un accroissement considérable des déplacements, une mondialisation du commerce, y compris du bétail vivant. Et par exemple, rien que si vous achetez un saucisson de porc en Belgique, eh bien, le porc peut être né en Hollande, engraissé au Danemark, tué en Allemagne, transformé en Espagne, et puis il revient en Belgique où vous le consommez. Aussi, un accroissement important de la consommation de viande et donc des élevages industriels et une forte promiscuité entre l'éleveur et son bétail. Donc voilà, quelques petites images de notre densité de population qui fait parfois un petit peu peur. Et ça sont des graphiques qui montrent l'augmentation en fait de la proportion des terres agricoles utilisées par exemple pour la production de viande dans le monde et en Europe entre 1961 et 2011. Alors, le Covid-19, je ne vais pas y revenir parce qu'on n'a pas énormément de temps, donc vous connaissez l'histoire. C'est aussi une chauve-souris qui contient le virus le plus proche. Il y a des pangolins qui ont été identifiés portant un autre variant du virus, mais relativement éloigné malgré tout, mais qui portent en fait des protéines qui permettent de passer éventuellement chez l'homme. Mais actuellement, pour le Covid-19, son origine n'est pas encore clairement établie et donc il y a encore pas mal d'inconnus qui existent de ce côté-là. Alors, voilà, je vais résumer rapidement ceci, puis je vais passer à un dernier point très rapidement également. Donc, il y a un lien clair entre les zoonoses et la pression exercée sur la biodiversité, avec le problème de la densité humaine, le problème de l'augmentation des besoins alimentaires, de la consommation de viande, les nouveaux contacts entre l'homme et des pathogènes, la croissance d'espèces commensales de l'homme, comme les petits rongeurs, l'accroissement considérable de l'élevage du bétail, la mondialisation des élevages et les changements climatiques qui favorisent aussi la survie hivernale d'espèces non adaptées à nos climats. Et je pense que Eric a bien développé cet aspect de la nécessité de comprendre en fait ces mécanismes pour pouvoir les gérer. Mais je voudrais juste terminer par un point intéressant, c'est que la qualité de l'environnement influence aussi grandement notre qualité de vie. Donc, ce n'est pas uniquement l'aspect maladie qui est important, c'est que c'est cette notion globale en fait de bien-être au travers des services rendus par les écosystèmes et avec la biodiversité qui est extrêmement importante dans cet aspect. Et donc ça, c'est une publication assez récente, c'est un collègue belge d'ailleurs qui a participé, qui montre aussi l'importance dans les villes
simplement des espaces verts. Et par exemple, ils ont montré que les enfants issus de mamans vivant à proximité d'espaces de nature ont un poids idéal à la naissance. C'est curieux, c'est statistique, mais ça a été prouvé. Que vivre dans un environnement naturel durant le développement, durant l'enfance, réduit à l'état adulte le risque de schizophrénie et d'obésité. Ils ont montré aussi un clair effet de l'environnement naturel sur la réduction du stress. Et par exemple, c'est une étude aux États-Unis qui montre la façon dont les gens perçoivent leur état de santé en fonction du pourcentage d'espaces verts dans leur environnement immédiat. Quand il y a peu d'espaces verts, eh bien, presque 17% des gens considèrent qu'ils sont en mauvais état de santé. Et quand on vit dans un espace quasi naturel, eh bien, le pourcentage descend à peu près 12%. Donc, il y a un effet quand même de cet état naturel. Une autre publication très intéressante à montrer, c'est à Chicago, où ils ont regardé en fait l'effet des espaces verts sur la délinquance et sur les problèmes de criminalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent que dans les espaces où les immeubles sont entourés d'arbres, les dégradations matérielles diminuent de 48% et les infractions avec violence de 56% par rapport aux autres zones urbaines. Une autre étude au centre de Baltimore, il montre qu'une augmentation de 10% du couvert par les arbres en ville correspond à une décroissance de 12% de la criminalité. Mais ce sont des relations qui sont parfois complexes, donc ce n'est pas n'importe quel type de couvert végétal. Et par exemple, les zones de broussailles, au contraire, vont accroître la criminalité parce que c'est des zones où les gens peuvent se cacher, par exemple, pour vendre de la drogue ou des choses comme ça. Et par contre, les grands arbres donnent une sorte d'apaisement et réduisent cette criminalité. Et puis, je vous en parlais, mais je ne vais pas insister là-dessus, c'est qu'il y a une relation aussi sur le microbiote, le fait qu'on a moins d'activité à l'extérieur quand il y a moins de nature autour de nous et une nature moins diverse et aussi une nourriture moins diverse, fait qu'on a un microbiote, notamment intestinal, mais aussi sur la peau, qui est plus altéré, moins développé, et donc on est sensible en fait à toute une série d'inflammations, d'allergies et qui peuvent se traduire également par des troubles mentaux et physiques importants. Donc voilà, je vais conclure en disant la dégradation de la biodiversité accroît les risques de transmission de zoonoses. On a vu les mécanismes là-dedans et notamment l'importance de la simplification des écosystèmes, mais aussi de l'intensification du commerce international. La biodiversité a un effet indirect sur la santé via le microbiote. Elle a un effet positif, il y a un effet positif du contact avec la nature et on pourrait, je pense que c'est une démarche qui est de plus en plus entreprise, avoir des mesures préventives, et c'est important de ramener de la nature chez nous, par exemple par une verdurisation, une végétalisation des villes, en termes d'aménagement du territoire, en termes de type d'agriculture, une agriculture qui favorise la diversité, le type d'exploitation forestière aussi. Il faudra des régulations internationales, ça Eric en a parlé également, et bien sûr, Eric en a parlé également, la nécessité d'augmenter en fait la recherche sur ces relations complexes de façon pluridisciplinaire en incluant sciences et sciences humaines. Alors voilà, je termine en disant, si vous voulez un peu aller plus loin dans la réflexion, j'ai le plaisir de vous présenter mon dernier livre qui a été publié fin février de cette année-ci, où j'essaye justement de retracer l'importance de la biodiversité dans notre mode de vie et l'importance en fait des relations économiques, son impact sur la biodiversité et comment en modifiant nos relations économiques, nous pourrions aller vers une planète plus accueillante, plus verte et qui serait plus bénéficiaire pour nous-mêmes. Et je termine par un tout dernier dessin, c'est un dessin de Lux Keuthen, l'architecte Lux Keuthen, qui travaille sur la végétalisation des villes. Ça, c'est son projet de ville potagère. Et je vous incite à aller voir son site, c'est extrêmement bien fait. Un tout grand merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Hans, pour cette très belle présentation et également qui nous rappelle que la nature n'est pas seulement une menace faite de virus, mais aussi source de vie, source de santé, source de molécules très utiles pour la science et pour notre technologie, pour notre vie.
et qu'évidemment, si les milieux si le milieu naturel se dégrade, comme il est actuellement justement soumis à une très forte pression de dégradation, puis les services qui nous rendent se dégradent également. Tout de suite, une première question, et justement en rapport avec la dernière diapo que nous avons vue. Vous insistez sur l'importance de faire revenir de la biodiversité dans les milieux humains, en ville par exemple, revégétaliser la ville avec beaucoup d'aspects positifs, que ce soit pour la psychologie, pour la diversité, pour la qualité de l'air, peut-être même pour les températures. Mais n'y a-t-il pas justement, paradoxalement, un risque de maladie, puisque ça veut dire que les animaux et les humains vont à nouveau recommencer à vivre dans un environnement proche, favorisant donc les échanges voilà, justement peut-être de pathogènes. Mais en fait, ce qu'il y a actuellement, c'est que nos villes contiennent déjà toute une série d'animaux à côté de l'espèce humaine. C'est souvent les rats, c'est toute une série d'espèces de petits rongeurs, de souris, les pigeons, etc., qui constituent l'essentiel de la diversité en vie. C'est une diversité très pauvre d'organismes qui partagent des pathogènes avec nous, qui sont nos commensaux parfois depuis très longtemps. Et donc, ramener de la biodiversité en ville, c'est aussi augmenter la compétition avec ces animaux, c'est permettre justement d'avoir des éléments de régulation. Et donc, il devrait, au contraire, ça devrait favoriser une diminution de la transmission des maladies. Voilà, le problème, c'est qu'on n'a pas, voilà, on manque encore de données là-dessus. Donc, mais en tout cas, il est clair que dans les espaces, les zones les plus naturelles, eh bien, on a les prévalences épidémiques les moins fortes. Je vous remercie. Alors, une autre question, peut-être qui s'adresse à vous deux, messieurs Murphy et monsieur Hans. Concernant le constat qu'il faut diminuer la pression exercée sur la biodiversité. Il y aurait apparemment deux options. Quelle serait selon vous la meilleure? Petit A, le fait de se retirer des milieux naturels, c'est-à-dire de décoloniser les milieux naturels, par exemple en réduisant la population humaine. Ou petit B, mieux faire davantage de contrôle, davantage de tests dans nos élevages, dans la nature, pour voir un petit peu à l'avance les problèmes tels qu'ils pourraient arriver, avec le risque que les écosystèmes sont des systèmes tellement complexes qu'ils resteront imprévisibles pour nous. Voilà, je ne sais pas si Eric, tu veux répondre ou… En fait, mon point de vue, c'est que ce n'est ni l'une vraiment ni l'autre option qui est essentielle. D'abord, réduire la population humaine, je ne vois pas très bien comment on ferait. C'est quelque chose d'assez utopique. On va vers une réduction naturelle des taux de natalité actuellement avec l'amélioration des conditions de vie, etc. Donc, on observe un ralentissement de la croissance de la population humaine, mais ça va encore prendre longtemps et on va sans doute atteindre près de 10 milliards d'individus un jour sur Terre. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'accepter de vivre avec la nature, d'arrêter de simplifier les écosystèmes. On peut faire une agriculture qui soit aussi productive. D'ailleurs, nous produisons beaucoup trop d'éléments en termes agricoles. Hein. On a de quoi nourrir 12 milliards de personnes sur Terre. C'est des chiffres de la FAO. Dans ce qu'on produit actuellement, donc il n'y a pas besoin de produire plus. On peut produire moins, de meilleure qualité, dans des environnements plus diversifiés. Donc, on peut ramener, au contraire, protéger la biodiversité et vivre en harmonie avec elle. Donc, il ne s'agit pas, d'une part, d'avoir quelque part des réserves naturelles dans lesquelles l'être humain n'irait pas, et puis à côté de ça, des milieux hyper transformés. Il s'agit vraiment, en fait, de vivre en harmonie avec la nature. Pour moi, c'est l'option qui est la plus importante. Alors, à côté de ça, bien sûr, il faut une régulation au niveau international. Ça, je pense que Eric l'a clairement mis en évidence. Il faut plus de contrôle aussi. Et par exemple, tout ce qui est nos élevages hyper industriels, etc., il y a d'autres moyens également de produire de la volaille, d'essayer de contrôler ça et d'éviter un maximum de transmission de pathogènes de ce côté-là. Je ne sais pas si Eric, tu veux ajouter un élément. Oui, donc je voudrais juste insister sur deux points. Donc, ne vraiment pas voir l'animal comme une source d'infection.
Donc le véritable problème, et Thierry l'a bien souligné, c'est l'homogénéisation des populations. Dans des populations naturelles diversifiées, la résistance aux épidémies, donc la capacité de dissémination, est fortement réduite. Le principal problème qu'on a avec l'élevage, c'est qu'on a eu une tendance, mais qui est millénaire, à sélectionner des individus en élevage en fonction d'une série de caractéristiques qui nous intéressaient nous, et donc à homogénéiser génétiquement les élevages. Et donc quand un agent pathogène rentre là-dedans, surtout dans les élevages modernes qui s'effectuent en milieu clos avec une très très haute densité d'individus, c'est une catastrophe parce qu'on a une amplification de l'agent pathogène qui est quasiment sans limite. Donc, il faut vraiment insister que c'est la manière dont nous avons homogénéisé les élevages, les populations qui cause problème. Ce n'est pas la présence de l'animal en tant que tel. Et alors, l'autre point sur lequel je veux revenir, c'est vraiment cette notion d'anticipation qui passe par la détection des menaces. À l'heure actuelle, le modèle, c'est plus ou moins ce qui est fait pour la grippe. À l'heure actuelle, il y a toute une série de stratégies de surveillance dans les zones où on sait qu'on a des risques importants d'émergence de virus de la grippe. Et donc, on fait des prélèvements sur les animaux, mais également sur les humains qui sont en contact avec ces animaux. Et ça, quelque part, si on généralisait ce modèle à d'autres maladies infectieuses, dont par exemple les coronavirus, ça va certainement se faire, ça permettrait déjà d'anticiper toute une série de menaces. Parce que ça, c'est un point très très important que l'OMS a souligné beaucoup de fois. Plus vous prenez une menace tôt, plus cette menace concerne un petit nombre d'individus, et plus il est possible d'agir et de bloquer, je dirais, le développement de l'épidémie. Donc, plus anticipatif et donc évidemment plus de financement des organismes comme l'OMS qui assurent à l'heure actuelle ce type de mission, et aussi un financement qui les dégage quelque part de leur tutelle par les États. Donc, on a beaucoup critiqué les liens de l'OMS avec la Chine. Il faut rappeler que beaucoup d'États se sont désinvestis ou n'ont pas payé leur quote-part à l'OMS, ce qui renforce évidemment sa dépendance vis-à-vis de ceux qui payent. Donc, il faut aussi sortir quelque part de ce cycle-là et accepter que la santé a un prix, et donc, je dirais, forcer, entre guillemets, un peu la main de nos gouvernements pour qu'ils s'investissent dans cette vision-là, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau international. Je vous remercie. En attendant de voir si de nouvelles questions apparaissent, je pense effectivement, donc, nous avons tous bien compris aujourd'hui que le véritable danger, donc, c'est l'hyper-simplification d'un écosystème, donc voire même carrément d'un côté les fermes à 1000 vaches, hein, comme on a entendu parler dans la presse, ou les villes avec une très très forte pression humaine et une sélection du coup des quelques rares espèces qui vivent de nos activités. Et donc, une solution qui serait globale, tant pour les épidémies que pour le système que pour la sauvegarde des écosystèmes, si j'ai bien compris, ce serait de favoriser justement un écosystème abondant et varié. Et ce serait une réponse à tout, finalement. Tout à fait. Maintenant, il ne faut quand même pas sous-estimer le fait que si on a été vers des systèmes d'élevage tels qu'on les connaît à l'heure actuelle, c'est parce qu'effectivement, ils permettent une productivité qui est énorme. Donc, c'est quand même pas évident en termes d'alimentation mondiale de concilier le fait de retourner à des écosystèmes plus complexes, à des modes d'élevage diversifiés, où on va réintroduire par exemple des coélevages de différentes espèces sur des mêmes pâtures et ainsi de suite, et d'avoir une productivité qui est importante. Donc Thierry l'a bien souligné, on produit énormément de choses, on a de quoi nourrir 12 milliards d'individus, mais on gaspille pratiquement un tiers en fait de cette nourriture pour des problèmes de stockage, d'approvisionnement et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup aussi à faire à ce niveau-là en termes d'organisation. Oui. Non, je suis tout à fait d'accord, et il n'en reste pas moins que nous sommes très nombreux sur Terre avec beaucoup de contacts, donc il y aura toujours des problèmes, d'où l'importance de la surveillance des maladies, certainement, l'investissement dans les soins de santé. On a vu à quel point le désinvestissement dans les soins de santé, pourtant de pays riches comme le nôtre,
a eu des conséquences, puisque nous sommes extrêmement limités en termes de nombre de lits disponibles aux soins intensifs. Donc, il ne faut pas imaginer, si vous êtes au Cambodge ou au Ghana ou en Afrique centrale, les conséquences que ça peut avoir. Donc, réinvestir là-dedans, c'est important aussi. Donc, il n'y a pas une seule solution, mais il est certain que nous devons aller arrêter, en tout cas, la pression que nous exerçons sur la nature et travailler avec cette biodiversité dont nous avons besoin. Je pense que se rendre compte que nous avons étroitement besoin de la nature autour de nous pour tout ce qui est élémentaire, depuis notre nourriture, notre état de santé, l'eau potable et des choses comme ça, eh bien, ça nous mettra peut-être plus en phase avec des possibilités de protection de cette nature et de regarder dans tous nos gestes quotidiens ce que nous pouvons faire pour vivre plus en harmonie, en tout cas, avec le monde naturel autour de nous. Et une manière de le faire est aussi de lutter contre les inégalités. Parce que, par exemple, Thierry a bien souligné que l'éducation a un énorme impact, notamment sur la croissance démographique, mais aussi, par exemple, au niveau des infections. L'éducation est critique pour en fait comprendre les risques infectieux. Et il y a toute une série de gestes au quotidien qu'en fait quelqu'un d'éduqué peut faire pour se protéger contre les infections qu'il peut rencontrer. Et à l'heure actuelle, en fait, on se rend compte que ça reste un problème aussi de santé publique dans toute une série de pays. Il ne faut même pas prendre des pays qui sont perturbés par la guerre. Donc, vous avez encore des pays où le taux d'analphabétisme reste important, surtout dans les populations âgées, qui sont parfois les populations qui sont les plus impliquées, par exemple dans les abattoirs ou dans les systèmes qui peuvent avoir un impact sur la santé publique. Donc ça souligne l'importance aussi des sciences humaines, l'importance d'avoir une approche par l'éducation. Mais ça, c'est une approche qui est longue, c'est vraiment sur le long terme. Donc, il n'y a pas de solution, en fait, miracle qui peuvent être décidées et qui pourraient être mises en application de manière immédiate. Je pense qu'il faut vraiment maintenant prendre la mesure du problème et essayer d'avoir une approche multidisciplinaire pour essayer, en fait, de lutter à la fois contre les problèmes d'épidémie, mais également contre tous les problèmes liés à la pollution et au changement climatique. Parce que c'est surtout en fait la synergie de ces différents problèmes qui va nous affecter dans les prochaines années. Et en tant qu'immunologiste, je veux insister sur le fait qu'on a vraiment eu beaucoup de chance avec le SARS-CoV-2 pour les vaccins, et surtout, par rapport aux autres menaces globales, il n'y aura pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin contre la pollution plastique, contre la pollution atmosphérique, ou contre le changement climatique. Donc là, c'est vraiment l'anticipation des risques qui amènera, je dirais, à limiter leur impact. On n'aura pratiquement pas de possibilité de réaction vis-à-vis de la pollution ou vis-à-vis du changement climatique. Oui, le concept une santé, un seul monde est vraiment central. On doit protéger la santé du monde pour notre propre santé, c'est clair. Oui, il faut vraiment qu'on reprenne. Moi, je suis toujours ébahi par les reportages sur la colonisation de Mars et ainsi de suite. Bon, quand j'étais enfant, j'adorais évidemment ce concept-là, mais il faut bien se rendre compte que la Terre est le seul endroit où l'espèce humaine, à l'heure actuelle, peut vivre. On ne va pas les vivre sur Mars. Donc, pendant les prochains siècles, nous n'avons que la Terre et on doit véritablement la préserver, préserver nos conditions de vie, et se rendre compte que tout est interconnecté et ce qui est fait dans une zone du monde va avoir un impact sur d'autres zones également. Donc on doit vraiment, quelque part, révolutionner la gouvernance. Je crois que c'est le principal point de départ, je dirais, d'une révolution en la matière. Eh bien, je ne vois pas d'autres questions. Je vous remercie et je partage le constat d'Éric Muraille. Effectivement, je ne suis pas certain que sur Mars, on aura la possibilité d'avoir une biodiversité riche et intéressante. Donc, il n'y a pas de nouvelles questions qui arrivent. Donc, Monsieur Muraille, Monsieur Hans, merci beaucoup pour votre temps, pour cette très belle présentation, très enrichissante. Avec plaisir. C'est un réel plaisir. Merci d'avoir participé avec nous à cette matinée. Et merci à l'équipe du CAL de Namur qui a assuré le volet technique de cette visioconférence. Merci à vous tous de nous avoir suivis en Facebook Live. Je vous fixe déjà rendez-vous pour la suite du cycle au CHR Sambre-et-Meuse en présentiel avec un peu de chance, le jeudi 23 septembre pour le thème Pollution, environnement et corps, un ensemble interdépendant.
et ensuite le vendredi 19 novembre, environnement de travail et santé. Pour plus d'informations sur le contenu de ces ateliers, rendez-vous sur le site laïcité.com. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.